aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouveau podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés, aujourd'hui, salut Jean-Michel. Salut Xav, ça va ? Parfait, tu vois, je me fais un petit café là, on se pose devant le podcast parce que on va discuter d'une chose assez spécifique, non ? Je sais pas, parce que chaque fois que j'entends ta voix maintenant, je pense au pouvoir de l'herbe, donc je me dis on va parler du pouvoir de l'herbe. En parlant du pouvoir de l'herbe, salut Fred. Ça va ? Ça roule ? Bah ouais, ça roule. Jean-Michel, justement, est-ce que tu te souviens je me souviens pas du tout du pouvoir de l'herbe qu'on avait discuté, c'était dans notre podcast Production Maudite, qui était donc... c'était quoi déjà ? Jean-Michel, c'était il y a 2-3 numéros, non ? Le tombeau du vampire. Le tombeau du vampire. À un moment, vous étiez tellement explosé, c'est normal que vous en souveniez pas, mais à un moment, il y avait une inscription latine. La citation en latin. Ouais, c'est ça. Bah voilà, Fred s'en souvient, quoi. Ouais, je m'en souviens très bien. Le pouvoir de l'herbe, ça vous a enthousiasmé à ce moment-là. Ah, c'est ce qu'ils avaient dit dans le texte latin ? Oui, mais en fait, la phrase était un peu bizarre, et moi je t'ai demandé c'est quoi la puissance de l'herbe, et toi tu m'as dit, ouais, bon, bref, t'as dit une grosse connerie, qui m'a fait marrer. Merde, je me souviens pas du tout, c'est pas possible. Génial. Réellement, on va parler du Wendigo. Non, on va parler de l'herbe maintenant pendant 1 heure. On change de podcast. Bah voilà, c'est toujours la même chose, de toute façon. Le Wendigo et l'herbe, c'est la même chose. Ouais, vas-y. Bah écoute, je voulais discuter un petit peu tous les trois parce que le podcast, on reprend bien. J'ai vu qu'on a eu pas mal de gens qui ont retrouvé notre abonnement, notre RSS. J'ai eu quelques contacts par Facebook, des auditeurs qui ont eu des soucis. Bah voilà, écoutez. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec Fred sur notre page Facebook de Toseti. Vous allez reconnaître le logo, c'est un objectif de photo, et puis vous verrez quelques photos quelques images de nos jaquettes des podcasts. Donc voilà, si vous avez des questions à nous poser, des soucis techniques, ça sera avec plaisir qu'on puisse vous aider. Donc voilà Fred, ça y est, les collections, les abonnements reviennent, donc ça se passe de mieux en mieux. Parce que en fait Jean-Michel, on a eu un petit souci de feed RSS qu'on a changé, qu'on a migré en fait de Buzzsprout à SoundCloud. Donc voilà, c'était quelques défauts techniques. Je sais quand... Ouais, je l'ai entendu quand tu l'as mentionné dans un épisode, mais moi avec iTunes, si ça peut te rassurer, je n'ai absolument eu aucun problème. Ouais. J'étais là, de quoi est-ce qu'il parle ? Alors ouais, ça a switché parfaitement sans problème. Donc voilà, ça roule. Et ça fait plaisir. Tout reprend. Et puis, on retourne, voilà, un podcast, comme vous le savez, les auditeurs. Jean-Michel, s'il est avec nous, c'est qu'on retourne dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Et Jean-Michel, je voulais t'en parler un petit peu, parce que, voilà, ça fait longtemps. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des nouveautés, des choses qui se passent dans le jeu de rôle, justement, Call of Cthulhu ? Oui, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en 2015, donc il y a 2 ans, dans l'épisode sur Alone Against the Flame, un seul contre les flammes. L'appel de Cthulhu, c'est une marque qui explose. Il y a une vraie renaissance de Lovecraft pour le moment, donc il y aurait certainement beaucoup de choses à en dire, mais disons, c'est vrai qu'au niveau du jeu lui-même... récemment, évidemment, il y a eu la 7e édition du jeu avec quelques innovations au niveau des règles. Bon, ça, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas quand on a enregistré Alone in the Flame, donc seul contre les flammes, puisque c'était un livre-jeu qui était là pour expliquer les nouvelles innovations au niveau des règles. Et la version française de la 7e, c'était pas un groupe de Kickstarter français, justement, qui avait pu produire ? Oui, c'est Sans Détour, qui est une grosse maison d'édition française qui produit, à ma connaissance, tout ce qui est en français sur l'appel de Cthulhu. Je ne sais pas s'ils ont un contrat d'exclusivité ou comment ça se passe exactement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la maison d'édition Sans Détour qui est franco-allemande, je crois, en tout cas française, c'est certainement, qui publie la 7e édition en français. Ouais.
Non, sinon au niveau des sorties, les sorties continuent à un rythme extrêmement soutenu, donc qui fait que c'est impossible de tout acheter. En tout cas, moi je suis surtout l'actualité en anglais, hein, mais c'est vrai que je ne saurais pas dire exactement ce qui est sorti récemment en français, mais l'actualité française suit assez bien au rythme des traductions. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une pléthore d'univers qui fonctionne bien, donc qui tourne beaucoup pour le moment. Donc il y a le fameux Achtung Cthulhu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est extrêmement populaire pour le moment et qui sort pas mal de choses. Il y a la franchise aussi Cthulhu Invictus qui a été reprise par un nouveau donc Chaosium. Je sais pas si les auditeurs savent, mais évidemment la maison d'édition qui fait l'appel de Cthulhu en anglais, c'est Chaosium, qui possède le jeu depuis les années 80. Et alors ils publient eux-mêmes des suppléments, mais aussi ils franchisent, donc d'autres éditeurs peuvent publier pour l'appel de Cthulhu moyennant contribution financière. Et donc ils ont franchisé maintenant une des grosses nouvelles, Cthulhu Invictus, donc pour jouer l'appel de Cthulhu à l'époque romaine, un nouvel éditeur qui a annoncé une grosse gamme. Donc on va bientôt se faire submerger de suppléments pour jouer des centurions romains qui se battent contre des créatures du mythe avec des gladius. Ouais, on avait fait une partie d'ailleurs dans le club jeu de rôle. Ouais, c'est ça, ouais, mais bon, c'est vrai que ça vivotait, ça a été un setting populaire un peu contre toute attente. Cthulhu Invictus, les éditeurs se rendaient pas compte que ça allait marcher. Au début, c'était juste une plaquette, et puis un peu tout le monde a été surpris par le succès de la plaquette en question. Et maintenant que Chaosium, oui, c'est vrai qu'il y a eu récemment 2-3 ans un takeover de la compagnie. En gros, la compagnie Chaosium a été très mal gérée. Elle a failli faire faillite, et puis les créateurs, donc de l'appel de Cthulhu, qui ont un âge vénérable maintenant, mais donc d'ailleurs ils ont dit les grands anciens sont de retour quand ils ont repris la compagnie à leurs frais, parce qu'ils étaient ailleurs en train de soit faire des jeux de société, soit faire Gloriantia, qui est un autre jeu qui date aussi des années 80. Ouais. Et ils ont racheté la compagnie Chaosium, ils l'ont remis à flot de manière assez extraordinaire, en injectant énormément d'argent dedans pour la faire revenir d'entre les morts. C'était il y a 2-3 ans. Hein. Et donc c'est vrai qu'avant ça tout vivotait. Et donc évidemment les nouveaux, donc Peterson et qui est le créateur de l'appel de Cthulhu dans les années 80, les nouveaux gestionnaires de la compagnie sont vraiment très efficaces maintenant, et super professionnels. Bon, maintenant Chaosium fait aussi Glorianta. Ils ont Gloranta, j'ai du mal à prononcer, c'est pas Glorantia ou Gloranta. Enfin bon, de toute façon c'est un jeu. Tu connais ça, Xavier, Glorantia? Non, je connais pas du tout. C'est quoi? C'est un jeu qui date aussi. Ouais, c'est un jeu de fantasy qui date du début des années 80, donc qui est aussi vieux que Donjons et Dragons, etc. Enfin, c'est dans la toute première génération de jeux, mais qui a vraiment une fanbase assez imposante apparemment. Mais moi-même, je n'y ai jamais joué. Tout ce que j'en sais, c'est que c'est un monde de fantasy, et une des touches qu'on y trouve, c'est qu'on peut y jouer des canards, un peu comme Howard the Duck. C'est une classe c'est une espèce dans le monde de Glorianta. Pas mal. Voilà, et donc ça avait été fait par un des gars qui avait créé Chaosium aussi, et donc il avait une compagnie qui s'occupait de ce jeu-là, qui marche donc toujours très très bien, et puis avec Peterson, qui était le créateur de l'appel de Cthulhu, ils ont mis leur argent en commun, ils ont racheté la compagnie, et bon, évidemment maintenant ils ont tout remis sous la même ombrelle, donc la Chaosium fait les deux jeux maintenant. Et donc voilà, ils font ça super bien, et donc ils se rendent bien compte que Cthulhu Invictus c'est un setting porteur, un cadre porteur, et donc ils vont investir dedans. Voilà, et puis sinon ils annoncent une des grosses nouvelles des 3 dernières semaines, là, pour être vraiment dans les trucs récents, ils ont annoncé une nouvelle édition de Horreur sur l'Orient Express. Ah ouais. Donc ils rééditent ou alors que je me trompe, c'est peut-être pas... Non, c'est les masques de Nyarlathotep. Ok, parce que l'Orient Express, c'est recherché, hein, ça coûte toujours au-delà de $100 hein, sur Amazon ou eBay. Hein. Ouais. Oui, en tout cas, je peux dire que leur stratégie est la suivante. Ils sont en train de rééditer leur grande campagne classique, mais mise à jour pour les nouvelles règles. Et je sais que dans Masque de Nyarlathotep,
bon, je sais pas dans quelle mesure je peux spoiler le début de Masque, mais en tout cas les joueurs sont l'idée de départ, c'est que les joueurs sont amis avec un personnage, mais le personnage meurt dans la scène d'introduction, dans la première scène qu'on joue dans la campagne. Donc c'est un spoiler vraiment du tout début de la campagne. Je vais même pas nommer le personnage. Mais donc ici, ça fait un peu bizarre de dire votre motivation, c'est de sauver ce personnage, donc en fait vous n'avez jamais interagi avec lui de son vivant. Donc, une des choses qu'ils vont faire, c'est rajouter un chapitre ou deux, un scénario ou deux avec où il est encore vivant, pour qu'on puisse au moins s'attacher au personnage avant qu'il se fasse défoncer par les forces du mythe, quoi. Ouais, exactement. Voilà un peu l'actu. Ça permet de développer le personnage en tant que maître du jeu et puis justement de créer cet attachement psychologique, quoi, avec les joueurs. Donc un peu plus de valeur quand il meurt. Exactement, ouais. Et puis Jean-Michel, une dernière chose pour nos éditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Cthulhu Pulp? Ah oui, c'est vrai, bah ouais, au niveau de l'actualité, ouais, voilà. C'est parce qu'il y a tellement d'actualité, c'est toujours un peu de quoi parler. Le Cthulhu Pulp Cthulhu, ça a été une des grandes annonces. Enfin, ça c'est sorti il y a peu. Et donc, normalement, on peut synthétiser en disant qu'il y a deux grandes catégories de l'appel de Cthulhu, hein, puriste et pulpiste. Ça a toujours été une distinction qui a été faite par les meneurs de jeu. Est-ce qu'on joue dans du puriste ou du pulpiste? Bon, par exemple, dans du puriste, évidemment, on meurt dans enfin, de toute façon, on meurt toujours, mais la vitesse à laquelle on meurt dépend. Mais c'est aussi un style de scénario. Par exemple, ceux qui écoutent mon podcast, la Club JDR, on avait fait Par-delà les montagnes hallucinées, où pendant 6 mois, mes joueurs ont été sur un bateau, il y avait aucun combat, ils comptaient des boîtes de pémicans parce qu'ils allaient en Antarctique, faire des trucs vraiment très d'ambiance, très lent, enfin c'est très réaliste, voilà. Et donc c'est vrai que ça joue vraiment sur l'horreur cosmique, la peur, mais où les personnages, en gros, si on joue puriste, en gros, on dit si t'affrontes une créature du mythe, tu meurs, quoi. Et alors l'idée, c'est pulpiste, ça a toujours été un style comme Achtung Cthulhu plus Indiana Jones, où les joueurs ont un style plus agressif, mais évidemment les règles s'y prêtent pas tellement bien, hein, puisque bon, les règles sont au contraire conçues pour avoir des personnages plutôt faibles et fragiles psychologiquement. Et alors ils ont finalement sorti un supplément qui s'appelle Pulp Cthulhu, qui propose des règles modifiées pour le jeu, qui sont donc des règles où le personnage a plus de chances de survivre un peu plus longtemps, et donc il y a un certain nombre d'archétypes. Donc je suis pas tout à fait au détail exact des règles parce que j'ai pas encore lu le livre, mais de ce que j'en ai entendu, je pense qu'il a plus de points de vie, il a plus de santé mentale, donc il a une meilleure durabilité, et puis il y a un certain nombre de classes d'archétypes différents, en plus des professions. Normalement dans la Cthulhu classique, on a une profession, on est archéologue, on est etc. Mais ici il y a des archétypes du genre savant fou, et donc on a espion, etc. Et donc ces personnages ont des capacités spéciales. Par exemple, le savant fou est capable de créer des inventions extraordinaires. L'archéologue à la Indiana Jones récupère plus rapidement ses points de vie que la normale, etc. Et donc il faut investir des points de chance. On utilise ces points de chance comme une ressource pour activer ces pouvoirs spéciaux des personnages, ces capacités. Et donc là, l'idée est vraiment si on joue avec des personnages comme ça qui ont ces capacités spéciales, bon, ils vont quand même mourir à la fin parce qu'on meurt toujours dans l'appel de Cthulhu, mais ils ont une chance de durer plus longtemps, évidemment. Évidemment, ouais, un petit peu. Et le style de jeu, c'est aussi je prends mon shotgun et je commence à flinguer tous les monstres que je rencontre. Enfin, ça implique aussi, là je suis purement en termes techniques, hein, mais évidemment, les scénarios qui sortent maintenant, donc ils sortent des scénarios, ils ont sorti une campagne, Pulp Cthulhu, mais évidemment le type d'histoire qu'on raconte, c'est aussi plus à la Indiana Jones, évidemment. Je sais que tous les deux on a une façon très différente de masteriser Call of Cthulhu. Toi, je sais que t'es beaucoup plus sur le côté réaliste, et moi j'ai tendance à aller du côté un peu pulp, en fait. Donc c'est assez intéressant quand on écoute nos sessions ou quand on en discute à chaque fois, d'apprendre de l'autre et puis de voir justement comment on gère ses aventures. Voilà, écoute Jean-Michel, super, hein, merci beaucoup pour nous mettre à jour là sur l'appel de Toulouse. Je t'admets que moi je suis un petit peu à l'ouest, ça fait longtemps que j'ai pas joué, et malgré que j'ai ils font plus l'époque victorienne alors, ou c'est le classique comme on dit? Non, le classique normalement c'est 1920, enfin si on prend la forme la plus pure de l'appel de Cthulhu, mais effectivement il y a ce qu'on appelle Cthulhu by Gaslight. Ouais, Cthulhu à la lumière du gaz, donc avec
Bon, évidemment, Sherlock Holmes, mais avant, ils pouvaient citer le mot Sherlock Holmes dans le supplément, mais dans la nouvelle édition, ils ne peuvent plus le mentionner parce que les droits de Sherlock Holmes sont assez délicats à gérer. Dommage que c'est pas donc c'est vrai que c'est pour jouer. C'est clair. Et donc c'est pour jouer Sherlock Holmes contre les forces du mythe. Ça existe encore. Il y a des choses qui sortent, mais ça reste quand même un setting, un cadre de jeu un peu moins populaire pour le moment. J'ai l'impression par rapport à ce dont j'ai parlé. Et puis ce qu'il y avait aussi dans l'ancienne édition de Cthulhu, c'était la version moderne en fait, où il y avait justement un skill de hacking et il y avait des règles pour utiliser l'internet. Années 90, avec les hélicoptères et tout. Ouais. Je vois que Fred connaît la couverture classique de. Cthulhu No, il y avait un gros hélicoptère qui se faisait choper par une tentacule aussi, mes souvenirs sont bons sur la couverture, c'est à ça que tu penses, ouais. Et la couverture de Chaosium était géniale. Cthulhu No, c'est ça qui est marrant, c'est que Cthulhu No, évidemment, maintenant c'est du passé, puisque c'est Cthulhu dans les années 1990 ou 90, c'est déjà du passé, mais ouais, moi je pense que mon impression générale en voyant ce qui sort, c'est que le Cthulhu contemporain est quand même encore moins bien desservi que Cthulhu by Gaslight. Et la raison, mon impression générale, c'est que c'est toujours un peu difficile de gérer les aspects technologiques. Oui, j'utilise mon iPhone, etc. Pour voilà, je prends une photo de Cthulhu et je l'envoie sur tous les réseaux sociaux directement. C'est débile. C'est vrai que c'est pas si facile à gérer que ça, et donc c'est une des raisons. Je dirais pas qu'il y a rien qui sort, mais c'est à cause de ça. Et puis bon, je pense que les gens finalement ils aiment bien jouer Cthulhu dans le passé, pour une autre ambiance. Par contre, il y a des choses un peu qui sortent. J'en ai fait un mini scénario il y a 1 ou 2 ans sur mon podcast Club JDR. C'est aussi Cthulhu post-apocalyptique, dans le futur, après que les grands anciens se soient réveillés sur Terre et aient pris le contrôle de la planète. Donc là, il y a parfois des petits trucs qui sortent. Je crois que c'est quasiment presque. Ce setting-là n'est pas si développé que ça non plus, mais ça existe aussi. Ouais. De toute façon, la multiplication de settings est absolument effroyable. L'appel de Cthulhu. Ouais. Non, c'est vraiment chouette. Bah voilà, écoutez, justement Cthulhu, parce que on va parler Jean-Michel, donc il y a 2 ans on avait fait Seul contre les flammes, et là on va faire donc un des autres livres, l'un des tout premiers si je me trompe pas, des livres dont vous êtes le héros, sur le monde de les règles de Chaosium, le monde de l'appel de Cthulhu, et donc sur les traces du Wendigo. Et donc c'est un livre un peu plus grand format, et puis voilà, on l'a lu tous les 3, et je crois qu'on a pas mal de retours à faire, pas mal d'impressions à raconter, donc c'est assez sympa. Mais avant de rentrer là-dedans, je vous propose de faire une petite pause les gars, et puis on se retrouve juste après. Yep. Okay. Et pour se mettre dans l'ambiance, allez, comme je te disais Fred un peu plus tôt, Demis Roussos et Vangelis qui ont fondé le groupe Aphrodite Child, et je te propose les 4 cavaliers The Four Horsemen. À toutes. À toutes, ouais.
horseman had a balance. Now when the lamb opened the first seal, I saw the fourth horse. The horseman was the best. C'est sympa, Demis Roussos, en fin de compte. J'aurais jamais cru t'entendre dire ça un jour. Ah, mais j'ai confiance en tes goûts musicaux. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que... Alors, pour partager vite fait, les gars, ce qui arrive de temps en temps, pas souvent, et les auditeurs sont vraiment sympas sur les choix. Je sais qu'on passe de tout à tout, hein. On passe du vaporwave au metal, au rock, au pop, au future funk. On se balade vraiment partout. Et les auditeurs sont cool, ils aiment bien ce côté, mais je t'admets que j'en ai eu certains où dès que c'est du metal ou du rock, j'en ai même eu un qui m'a écrit « Vous faites chier avec vos goûts musicaux ». Bah ouais, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Je lui ai écrit, écoute, merci de ton retour.
Si t'as des conseils, voilà, des conseils, enfin des références à nous donner, s'il te plaît, n'hésite pas, hein, ça nous fera grand plaisir. Et le mec m'a jamais répondu. Donc voilà, si jamais il nous écoute toujours, s'il te plaît, vas-y, balance-nous une recommandation. Je t'admets qu'avec Fred, si ça nous plaît, ben, franchement, on n'hésitera pas à le faire passer, quoi, sur l'émission. Pas de soucis. Hein. Mais je crois que s'il m'a créé rien à foutre, c'est qu'il en a vraiment rien à foutre de tout, donc... Bon, c'est rien. Hein. Soit, il faut toujours être... Il faut jamais répondre aux trolls, mais on sait jamais, peut-être c'est pas des trolls, peut-être ça fait vraiment chier, donc faut pas être poli. Voilà. Les gars, avant qu'on discute du livre, j'aimerais qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance et qu'on raconte un petit peu nos aventures vécues en tant que maître du jeu ou joueur de l'Appel de Cthulhu. Et je sais que Jean-Michel, tu masterises bien plus souvent que nous deux. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'une de tes aventures masterisées récemment? Comment t'as géré ton groupe? Qu'est-ce qu'était le synopsis de l'aventure? Et quels sont les moments forts qui s'est passé avec tes joueurs auxquels tu t'y attendais pas du tout? Bah, je pense que on pourrait plugger ici notre campagne avec Xav, qui s'appelle donc The Pathfinder, qui c'est pas de l'appel de Cthulhu, mais c'est avec du Lovecraft dedans. Donc c'est une campagne. On parlait de l'actualité de l'appel de Cthulhu. C'est vrai que je me suis limité à l'appel de Cthulhu, mais l'actualité Lovecraftienne dans le jeu de rôle est bien au-delà de l'appel de Cthulhu stricto sensu. Et c'est vrai que je maîtrise pour l'instant une campagne. Donc pour Pathfinder, si les gens connaissent pas, c'est Donjons et Dragons 3.5 et mais a vraiment une très forte tonalité Lovecraftienne, et Xavier est un des joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Xavier? Super, moi j'aime beaucoup les cartes que tu nous balances, les images, les descriptions surtout de l'atmosphère et l'ambiance où l'on se trouve. Et en effet, le côté Pathfinder, c'est intriguant parce que on utilise, je trouve, des jets de Pathfinder qu'on fait pas souvent, comme la peur, beaucoup plus de saves. Tu sais, Will Save et tout. Je crois que c'était quoi l'autre aussi? Il y a Will, Fear et Fortitude, ouais. Donc c'est des choses que souvent quand je joue à Pathfinder ou Donjons et Dragons, parce qu'il y a des équivalents, les règles se ressemblent beaucoup. C'est déjà que je fais pas souvent, donc c'est cool de les utiliser pour développer bien plus le personnage dans ses actions ou dans les combats. Moi je m'éclate, je sais qu'on a fini la première phase, donc intéressé par cette deuxième partie. Ouais, ils utilisent les mécaniques de jet de sauvegarde pour simuler l'équivalent de la peur. C'est vrai que, par exemple, dans un des scénarios, enfin dans la dernière partie qu'on a faite, que j'ai postée récemment sur Club JDR, un des joueurs se met à regarder une peinture Lovecraftienne, et dans l'appel de Cthulhu, on ferait faire un jet de santé mentale, et puis si tu rates, tu chopes une perte de santé mentale, et si tu es suffisamment plus de 5 points, t'as une folie passagère, et dans la folie passagère assez classique, c'est tomber dans les pommes ou être immobilisé pendant un certain temps. Mais ici dans le jeu, ils disent faites un jet de sauvegarde contre la magie, et si tu rates ton jet de sauvegarde contre la magie, t'es paralysé pendant un certain nombre de rounds. Donc ils utilisent la mécanique de Pathfinder pour rendre des effets similaires que ce que fait l'appel de Cthulhu, donc c'est pas mal trouvé. Et sinon au niveau de l'univers lui-même, c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est une campagne où il y a un bestiaire de Cthulhien gigantesque. Il y a des créatures que non seulement que j'ai jamais fait jouer, mais ils vont chercher loin dans le bestiaire de l'appel de Cthulhu. Mais évidemment, ce qui est différent, c'est que les créatures sont... Bon, les personnages redoutent de les affronter, mais c'est vrai que il y a quand même l'idée, on peut leur foutre une hache de guerre dans la gueule et ça va fonctionner, alors que dans l'appel de Cthulhu, à part un lance-flamme ou un lance-missile, les joueurs sont pas très confiants qu'attaquer les créatures soit la meilleure stratégie. Donc ça, c'est vrai que c'est la grosse différence. Mais enfin, je trouve que en tout cas, c'est vraiment un mélange de Donjons et Dragons et de l'appel de Cthulhu qui fonctionne vraiment très bien, je trouve. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est quand même une version pulp de Cthulhu Invictus. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai que c'est Cthulhu Invictus, je pense que la popularité de Cthulhu Invictus, dont on parlait tout à l'heure, provient de ça aussi, c'est que Cthulhu Invictus, ça ressemble à de la fantasy sans en être, donc c'est pour ceux qui ont grandi. D'ailleurs, on dit souvent maintenant, si on a un groupe de joueurs qui a jamais fait que du Donjon Dragon, du Pathfinder ou n'importe quel équivalent, donc OSR, un système D&D, et qu'ils veulent transitionner vers l'appel de Cthulhu, c'est probablement mieux de leur faire jouer du Cthulhu Invictus. Ils seront plus à leur aise, ou ça leur semblera plus familier que de transitionner directement vers 1920. Vous êtes un archéologue ou un universitaire en chaise roulante. Ouais, ça change dramatiquement le cours du jeu.
Est-ce que, je voulais te demander, mais en tant qu'MJ, est-ce qu'il y a un moment que tu préfères un peu plus sur cette première partie qu'on a fait tous ensemble? Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette campagne. Et la première partie de cette campagne, comme beaucoup de campagnes Pathfinder, je pense, est un donjon. Et puis après, ils ouvrent sur l'univers. Donc, c'est une grosse phase de donjon. On a fait 7 après-midi de jeu pour faire finir le donjon en question. Pour moi, le point fort de ce donjon, c'est que c'est un donjon parfaitement réaliste. C'est-à-dire cohérence. Par réaliste, j'entends cohérence, c'est-à-dire que les monstres ont tous une raison d'être, on sait pourquoi ils sont là, ils interagissent de manière, ils sont pas statiques, ils peuvent se déplacer dans le donjon, alors qu'évidemment les donjons qu'on avait dans les années 80, quand on était adolescent, c'était un peu du grand n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Sauf si t'avais le pote qui avait le papier à carreaux et qui dessinait les donjons, qui utilisait, moi j'avais un pote qui faisait ça, donc c'était vraiment sympa de jouer avec lui parce qu'il n'hésitait pas à écrire en fait un petit synopsis de la raison du donjon. Et donc quand il le dessinait par la suite, il essayait de donner de la cohérence. C'était assez sympa. Mais en effet, ouais, c'est vrai. Dans les moments qui m'ont bien plu, c'est que dans ce donjon, il y avait quand même des influences un peu à la Silent Hill. Et j'ai vraiment bien aimé tout le subplot, la sous-intrigue avec une pièce plongée dans l'obscurité. C'est parce qu'il y a un enfant qui s'est fait dévorer là, et les joueurs peuvent choisir d'affronter le fantôme, mais bon, il est dans une zone d'obscurité magique, donc il voit absolument rien, et puis on peut se douter que le monstre en question, enfin le fantôme en question, non seulement c'est une sorte de poltergeist comme ça, n'est pas très amical, mais aussi suffisamment balèze pour leur faire très très mal, mais ils peuvent aussi chercher à trouver un moyen psychologique et franchement, toutes ces phases un peu Silent Hilliennes, enfin moi j'ai toujours été fan de Silent Hill, je les ai trouvés vraiment très sympas. Évidemment, c'est pas de l'horreur Lovecraftienne classique, puisque normalement dans Lovecraft il n'y a pas du tout de fantômes, mais là évidemment c'est ça qui est chouette avec Pathfinder. Il y a dans Pathfinder, dans Donjons et Dragons, il y a des fantômes, donc on peut invoquer d'autres éléments. Mais évidemment, ils évitent quand même d'aller vers des hantises, des fantômes. Ils les font pour donner justement une ambiance plutôt Silent Hill. Mais ils vont pas aller du côté des loups-garous et des vampires, parce que ça c'est vraiment de l'horreur gothique et ça serait vraiment trop antagoniste à l'appel de Cthulhu. Bah écoute, ouais, voici à commencer la suite, hein, Jean-Michel. Donc pour bientôt, je crois, on commence début décembre, non? Ouais, c'est ça, dans 2 semaines, je pense qu'on va jouer la suivante. Et je sais que Fred, toi, t'as joué qu'une seule fois à l'appel de Cthulhu, mais c'était une campagne assez spéciale, non? Bah en fait moi j'étais joueur donc à l'appel de Cthulhu, j'ai une quasi expérience, j'ai pas joué qu'une fois, on a tenté de jouer plusieurs fois, nous notre groupe de master, on faisait nos propres scénars, on faisait pas les campagnes écrites, je sais pas si Pathfinder c'est le cas. Et le problème c'est qu'en fait on avait fait moi j'avais fait un personnage sérieux, j'avais fait un psychologue je crois, mais tous les autres en fait on était un groupe de masters, chacun tournait, et le problème c'est que celui qui masterisait le Call of Duty, c'était un peu le souffre-douleur à l'époque. Donc il a un peu perdu la main sur ses joueurs et donc c'était devenu facilement n'importe quoi. J'avais un pote qui avait pris un vieux de 90 ans qui était producteur de cinéma et donc il avait décidé qu'il était milliardaire. Donc dès qu'on devait faire quelque chose, on louait un avion où il soudoyait les mecs, donc c'était n'importe quoi. Et j'avais un autre gars qui avait joué une culturiste est-allemande. En fait c'était la gros bile du groupe quoi. Elle était poilue, elle faisait 120 kilos et elle avait des caractéristiques de culturiste. Et en fait, nous, on était habitués un peu au jeu, un peu plus gros bill, on va dire. Et il essayait de jouer de la même façon dans Cthulhu, donc c'était pas possible, quoi. Et pauvre pote qui était master, lui, il avait fait des intrigues avec des enquêtes, et en fait, rien ne fonctionnait parce que les joueurs, ils partaient dans des directions qu'il n'avait pas du tout prévues, qui n'étaient pas du tout... Et voilà, donc on a tenté d'y jouer, j'ai bien dû faire au moins 5-6 séances, mais le mec a abandonné après, et puis comme on jouait tous, on masterisait tous, on est passé à autre chose, quoi. Mais c'est dommage parce que moi je m'en souviens, Chaosium, les couvertures, mais en plus moi, Cthulhu, Lovecraft, c'est un des premiers trucs que j'ai lus, donc ça fait partie de mes trucs favoris, et franchement c'était vachement impressionnant, et moi, l'époque victorienne, j'aurais adoré jouer dans Cthulhu dans cette époque-là, franchement, je sais pas si tu masterises cette époque-là, Jean-Mimi, mais... pourrait être cool, ça pourrait bien me plaire. Je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui sied le plus au mythe. Ouais, ça sent le prochain one shot où on invite Fred, Jean-Michel. Ouais, ça c'est une idée, ouais. Et le point qu'il soulevait est super intéressant parce que j'ai souvent eu ça. Moi, j'adore maîtriser des scénarios qui sont écrits par des professionnels, plus qu'écrire moi-même mes scénarios. Ça m'arrive de le faire, mais c'est rare.
Et finalement, j'ai l'impression souvent que je suis un peu dans la minorité dans ce cas-là. Et j'ai aussi discuté avec via Twitter avec des auteurs de jeux de rôle, par exemple Kenneth Hyde qui écrit pour un autre jeu de Cthulhu et puis aussi pour GURPS, et je lui demandais mais pourquoi est-ce que vous publiez pas de scénario pour GURPS, et alors il me disait mais c'est parce que les scénarios se vendent pas. Les gens achètent des suppléments mais ils achètent pas les scénarios. L'appel de Cthulhu c'est le seul jeu où les scénarios se vendent, et d'ailleurs c'est pour ça que dans Cthulhu il y a vraiment des campagnes mythiques quoi, donc Masque de Nyarlathotep, le Horreur sur l'Orient Express, Par-delà les montagnes hallucinées, c'est des noms qui font rêver les joueurs. Mais dans d'autres jeux, dans Donjons et Dragons, c'est vrai qu'il y a Ravenloft, Lance Dragon, il y en a 2-3. Il y a des grandes campagnes de donjons, il y a tout ce qui est Sword Coast, puis comment ça s'appelle, le temple du mal élémentaire. Mais souvent c'est des gros donjons, mais ils sont pas connus pour leur scénario et pour leur intrigue, ils sont plus connus pour leur challenge en fait en tant que joueur. Donc le but c'est vraiment de réussir le donjon et pas crever quoi. Donc c'est une façon très gaie de se vanter en fait. C'est on a réussi le temple du mal élémentaire, mais il y a pas ce côté comme Cthulhu où c'est plus survivre en fait, une enquête, une intrigue. Très différent comme écriture. Et puis si tu prends d'autres jeux comme par exemple Vampire, je suis sûr que tu serais capable de me citer une campagne de Vampire. Oh non, pas du tout. Eh ben voilà, c'est qu'il fallait démontrer. Ouais, il y a des jeux qui ont pas. Je sais que moi, ce que je joue tous les 2 semaines, c'est Edge of the Empire. Donc tu sais, c'est les 3 jeux nouveaux Star Wars qui sont faits par Fantasy Flight. Là, dans le groupe, il y a un de mes joueurs qui a pris maître du jeu. Donc on est passé de Edge of the Empire à la version pouvoir de la Force, qui s'appelle Force and Destiny. Donc ce qui est intéressant, c'est juste que il y a un autre livre maître du jeu. Tu joues dans le même univers de Star Wars, bien sûr, mais au lieu de se concentrer plus sur ce qui est, tu sais, la zone extérieure de la galaxie, sur ce que je faisais en tant qu'MJ, c'est plus tout ce qui est pouvoir force. Et nous, on joue, on écrit, je sais que j'ai écrit une petite campagne, mais je t'admets qu'en lisant les livres, les campagnes officielles, elles sont excellentes pour Star Wars. Déjà, les livres du maître du jeu sont tous en énorme qualité d'impression couleur, avec des cartes et une intrigue, une explication. Tout est découpé, où tu vois tout ce qui est dans des cases rouges, c'est à dire à haute voix. Tout ce qui est en violet, c'est ce que tu dois planifier comme intrigue, dépendant des choix des joueurs. Et puis tout est découpé en fait en plusieurs chapitres avec petits paragraphes pour savoir où est ton groupe. Et aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il montre même des changements de règles. Donc si ton groupe est bien trop, gros build, comme tu disais, Fred, qui est trop balèze, voilà, il te donne des règles pour modifier les combats, pour les rendre un peu plus intéressants. Donc en général, c'est assez bien fait. Et là, on fait une campagne de Force and Destiny. Et je crois qu'on est à la partie 7 ou 8, et on a juste fini la première partie sur 3. Mais c'est assez bien écrit en général. Tu sens que c'est vraiment des professionnels de Star Wars. Et je sais qu'aussi, les écrivains, c'est des gens qui sont très très connus du domaine, pas non seulement du jeu de rôle, mais du roman, science-fiction, l'univers Star Wars. Donc il faut appel vraiment à des grands écrivains pour t'écrire des campagnes. Et tu le sens quand tu joues, parce que tu sens que l'intrigue est énorme et ça t'intéresse, ça te donne envie de continuer et de savoir ce qui se passe. Donc c'est assez bien fait. Ouais. Moi j'ai vraiment ça, hein. Je suis fan de certains scénaristes comme on est fan de certains auteurs, hein. Quand le gars dit je sors une nouvelle campagne ou un nouveau recueil de scénarios, je suis tout excité des mois à l'avance parce que je sais que le gars écrit super bien et que c'est un style d'histoire qui me plaît. Sinon tiens, tant qu'on est là-dessus, puis après il faudra qu'on bifurque vers le Wendigo, mais dans les sorties sympas que j'ai fait récemment, donc c'est Trail of Cthulhu, mais c'est pas Call of Cthulhu, c'est un autre jeu, Trail of Cthulhu, qui se passe dans le monde de Lovecraft, mais ils ont sorti un système qui s'appelle Gumshoe 1-to-1, donc pour jouer avec un meneur et un joueur. Donc je mentionne ça pour les auditeurs qui seraient intéressés, qui seraient par exemple en difficulté pour trouver un groupe. À ce moment-là, ils peuvent juste être à 2, il faut juste qu'ils aient un copain, ou bien ils peuvent initier leur épouse au jeu de rôle, ou s'ils ont un enfant ado, à partir de 15 ans, ils peuvent jouer avec lui. C'est vraiment, et je pense que jusqu'à présent, il y avait eu des tentatives pour faire des jeux de rôle solo, un meneur, un joueur, mais c'était pas très concluant. Souvent, ça utilisait le système. Donc il y avait eu Monophobia, la peur d'être seul, qui était un supplément pour l'appel de Cthulhu où on jouait seul, hein. Mais le nouveau, donc Gumshoe 1-to-1, Gumshoe 1 à 1, ils ont vraiment trouvé la solution pour rendre ça intéressant de jouer avec un meneur et un joueur.
Il y a un certain nombre de règles, par exemple, le joueur ne peut pas mourir avant la fin du scénario. Bah pourquoi ? Parce que si tu joues avec un seul joueur et qu'il meurt, ton scénario il est à l'eau. Il ne peut mourir que dans le combat final. Mais par contre, c'est un système de cartes qu'on donne aux joueurs et chaque fois qu'il fait les combats, il doit faire qu'un seul jet de dés pour éviter les combats qui s'éternisent, parce qu'un joueur c'est pas fun non plus. Et en fonction de son jet qu'il a fait, on a une conséquence. Mais donc s'il perd le combat, il meurt pas, mais il va avoir un malus sur certaines choses. Par exemple, il s'est pris un œil au beurre noir, et donc tous ses jets d'interaction sociale par la suite sont pénalisés parce qu'il a un énorme œil au beurre noir ou un nez cassé ou ainsi de suite. Il a une jambe, il s'est foulé la jambe dans le combat, ou il s'est cassé une jambe, et donc après tout, il se chope une carte en main physique. Et alors tous ces jets d'athlétisme après sont affectés. Et donc il a des conséquences négatives des combats, mais il ne peut jamais mourir. Donc c'est vraiment super bien pensé. Donc s'il y a des gens je voulais quand même le mentionner, s'il y a des auditeurs qui rêvent de faire du jeu de rôle mais qui n'ont pas de groupe, mais ils ont leurs meilleurs potes qui seraient intéressés, Gumshoe and Towan, c'est vraiment chouette. La seule chose que je peux dire, de toute façon si les gens veulent écouter, j'ai déjà publié un épisode sur Club JDR où je joue ça, et je vais en publier d'autres. Le seul bémol, je dirais, c'est un bémol, ça dépend. Le setting là, c'est détective privé à la Chandler's, donc à Los Angeles années 20. Vous savez que vous êtes dans votre bureau en train de fumer une cigarette, et puis il y a une belle plante qui rentre et vous devez réussir un jet parce qu'en fait elle est coupable. Enfin, c'est les trucs de détective privé vraiment. Bah là on est dans le polar noir. Ouais, le polar noir de chez Noir, ouais. C'est pas, évidemment, c'est intéressant de jouer en solo, un détective. Même Sherlock Holmes, c'est vrai qu'il a Watson, ok, mais c'est pas des groupes de détectives, ils sont jamais 5 ou 6, donc ici ça correspond bien au style d'avoir qu'un seul personnage qui est le détective. Mais maintenant, c'est peut-être pas un setting qui parle à tout le monde non plus, quoi. Tout le monde n'est peut-être pas à fond dans jouer un détective privé dans les années 20. Ah, sympa. Ben voilà, ce qui nous amène directement donc sur les traces du Wendigo, le livre du podcast. Et puis justement, je voulais qu'on parle un petit peu de l'appel de Cthulhu, qu'on se mette un peu un jour là-dessus. Et puis, voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce livre ? Donc, comme on avait discuté, c'est publié par Chaosium en 1985. Et je sais qu'un de nos commentaires à tous les trois, c'était que ça se sentait très très old school. Ben voilà, il y a une raison pour laquelle. C'est old school. Et c'est un livre écrit par Glenn Raman. Donc on peut trouver aussi d'autres jeux sous son écriture, comme Divine Right, Down with the King, Scarlet Empire, Knights of Camelot et The Trojan Wars. Donc ce qu'on remarque, c'est que c'est un écrivain qui est plus Heroic Fantasy, même Pendragon. Donc là, c'est assez intéressant pour voir une œuvre justement de l'appel de Cthulhu. Mais bon, c'est aussi un écrivain de romans, et c'est là où on voit un peu plus son côté obscur, ou comment dire, dark fantasy, comme Eye of Darkness, qui d'ailleurs a une très bonne réputation, qui suit l'école d'écriture Sword and Sorcery, comme on dit en français, on appelle ça Heroic Fantasy, du monde de Robert E. Howard, donc tout ce qui est bas magie, pas haut magie comme Donjons et Dragons, mais un peu l'inverse. Et puis Fred, notre illustrateur, qui est donc... David Day, aussi connu sous le nom de Dan Day. Alors lui, il est plus connu en fait pour ses illustrations dans le bestiaire de Tolkien. Faut savoir qu'il est aussi poète, écrivain et illustrateur pour... je pense que c'est un illustrateur référent pour le JDR Call of Cthulhu, tu confirmeras Jean-Michel, mais j'ai l'impression que sa patte me dit quelque chose dans les années 80. Et sinon, il écrit aussi des pièces de théâtre pour la télévision, le petit dessinateur. Et donc c'est lui qui a fait beaucoup d'illustrations de Cthulhu, parce que franchement, quand j'ai revu la couverture de Wendigo, là, que... le personnage qui fond sur la fille esselée dans les souches d'arbres, ça m'a vraiment rappelé tout l'univers de Cthulhu des années 80, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai eu la même impression. J'ai pas été vérifié, mais ça, comme tu dis, sa patte semble très familière. Non, c'est bien écrit. Le dessinateur de tous les anciens livres, soit les recueils de 4 ou 5 aventures par livre, comme Aventure en Norvège, ceux qui se passent au Tibet. Et il y avait aussi les maisons hantées. Donc tu vois, Jean-Michel, c'est ces livres où il y avait 4 ou 5 scénarios chacun, comme Monsieur Corbett. L'aventure en Norvège, qui était vraiment excellent d'ailleurs. Mais ouais, c'est le dessinateur. Alors je sais pas pour les couvertures si c'est lui à chaque fois, mais les dessins qu'on voit à l'intérieur, c'est bien lui, ouais. C'est David Day. Donc en effet, c'est marrant comment ce personnage a vraiment déterminé l'illustration noir et blanc de l'univers de l'appel de Cthulhu.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'illustrations là, dans celui-ci. Je sais pas si c'est le quota habituel, mais il y a quoi, peut-être 4-5 dessins, c'est ça, à l'intérieur. Bah c'est pour dire aux auditeurs, c'est un livre assez fin en fait. Hein. C'est pas un grand livre-jeu comme on a l'habitude des publications, que ça soit les folios, les livres dont vous êtes le héros ou autre collection de livres-jeux. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fin. On est quoi? On est sur 70 pages, je pense. Ouais. 70 pages. 70 pages, ouais. Donc d'où le fait que ça soit un grand format comme un magazine. Ce qui permet justement c'est plus vertical. Ouais. Ouais. Les paragraphes sont verticaux d'ailleurs. Des fois, c'est un peu chiant. Les paragraphes sont écrits en fait comme un livre de jeu de rôle. Tu sais, en paragraphes, c'est ça. Il y a deux colonnes par page en fait de paragraphes. Donc, en effet, pour la lecture, c'est un autre style. On fait ça souvent dans les livres de maître du jeu, juste pour qu'on puisse stocker le plus d'informations possible. Et là, c'est vrai que ça étonne en fait pour un livre-jeu. Donc voilà. Et puis, donc, le livre discute du Wendigo. Et Jean-Michel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les origines d'où vient la légende du Wendigo? Oui, juste avant de transitionner vers le Wendigo, je voulais te dire quand même que la première édition de l'Appel de Cthulhu date de 1981, donc on est quand même que 4 ans après, c'est encore très récent. Évidemment, on a des dizaines et des dizaines d'années de publication de l'Appel de Cthulhu. Et donc ça a peut-être aussi un impact sur le fait que l'auteur n'a pas écrit beaucoup pour l'Appel de Cthulhu. Enfin, il est plus dans un style fantasy, puisque le jeu est encore récent. Et alors aussi, tu mentionnais Robert E. Howard, donc l'auteur de Conan le Barbare, mais évidemment, Robert E. Howard est un des auteurs du mythe de Cthulhu. Donc si quelqu'un est spécialisé dans Conan le Barbare a beaucoup d'inspiration cthulhienne. Et puis Robert Howard a carrément écrit, il faisait partie de la génération, ce qu'on considérait être la deuxième génération du mythe de Cthulhu. Donc il y a la première génération, c'est Chambers qui a créé le Roi en jaune, Poe, etc. Et puis la deuxième génération, c'est Lovecraft et Howard et puis Clark Ashton Smith. Les mystères du verre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc si quelqu'un est fan de Conan le Barbare, c'est normalement la transition. Justement, on revient sur Cthulhu Invictus en fait. Mais devrait se faire assez naturellement, parce que Robert Howard, il a écrit aussi des nouvelles contemporaines, enfin 1920, contemporaines de son époque évidemment, où il place des créatures du mythe. Donc il en a écrit vraiment des choses. Robert Howard est d'ailleurs celui qui a écrit une histoire du mythe de Cthulhu qui se déroule à l'époque de l'Empire romain, et qui commence par une scène de crucifixion qu'on retrouve ensuite dans le film Conan le Barbare, alors que bon, ça n'a rien à voir, mais enfin, le scénariste de Conan le Barbare a été rechercher cette scène de crucifixion où Conan est crucifié sur un arbre. Vous voyez, vous avez tous vu Conan le Barbare, je suppose. Moi, je l'ai vu à Noël. C'est un excellent film de Noël. Oui, Et donc voilà, Robert Howard a écrit une autre nouvelle avec un héros un peu, mais c'est pas du tout Conan, et ça se passe pendant l'Empire romain, et si mes souvenirs sont bons, il vient de Britannica, donc dans l'Angleterre, et il va invoquer, il commence il y a une scène de crucifixion au départ, mais après il va invoquer des créatures du mythe en Angleterre pour lutter contre l'envahisseur romain. Et cette nouvelle de Robert Howard, je pense, est l'inspiration directe pour Cthulhu Invictus. Donc voilà, Robert Howard, Lovecraft, c'est logique, c'est cohérent. Alors le Wendigo, juste moi j'ai envie de vous demander quand même à quoi vous avez pensé quand... Ah oui, c'est vrai, je voulais aussi dire ça, c'est une série en réalité, il y a 3 livres, Alone Against the Dark, Alone Against the Wendigo et Alone Against the Flames. Donc c'est les trois qui sont sortis dans cette série. Et donc celui dont on a parlé avec Xavier il y a 2 ans, c'était Alone Against the Flames, seul contre les flammes. Mais donc ils s'appellent tous en Alone Against quelque chose, mais ça a disparu à la traduction en français. Ouais, ce qui est dommage. Et donc il y en a c'est dommage. Et surtout il y en a un 3e, donc Alone Against the Dark. Qu'on n'a pas encore lu. Je sais pas si on le fera vu ce qu'on pense de celui-ci, mais on verra. Ouais. Faudra finir les 3, bien sûr. Ouais, on le fera, je pense, l'année prochaine. On s'attaquera dessus. Voilà. On essaiera de faire un peu plus tôt pour la saison d'Halloween, ça sera sympa. Fred, ça t'évoque quoi quand on dit Wendigo à toi? Moi, entre guillemets, le premier souvenir c'est Marvel. Mais après, sinon, en fouillant plus, ça me fait penser à une créature un peu, qui dévore les gens et qui vient du grand froid et qui est maudite. C'est ce que ça me fait penser tout de suite.
Ouais, je crois que, ouais, d'ailleurs, je connais bien ta référence du Wendigo dans Marvel parce que je suis un fan de comics, mais effectivement, c'est probablement la première fois que je suis tombé sur Wendigo, qui est un membre d'Alpha Flight, mais c'est pas grave. C'est ça. Chercher le nom, ça me revenait pas, Division Alpha en français. Division Alpha, ouais. L'équipe canadienne de Marvel. Oui, alors le Wendigo, on l'imagine un peu comme le Bigfoot maintenant. C'est le Ah non, Wendigo, je fais la distinction. Il est pas maudit le Bigfoot, le Sasquatch. Le Sasquatch, c'est le nom canadien de Bigfoot. Et Wendigo, non, on va dire, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment un croque-mitaine en fait quelque part. Bah, je pense connaître la légende, si je me trompe pas, Jean-Michel. Mais normalement, c'est une légende tribu indienne du Canada. Et si les humains, justement, se mettent à devenir des cannibales, à manger de la chair d'un autre humain, il commence à se transformer en Wendigo. Et donc, il est maudit et hanté. Et il est rejeté. Et donc, le problème, c'est que le Wendigo cherche toujours, il a cette envie de continuer à manger de la chair humaine. Et il se transforme en cette bête féroce primale. C'est ça, je crois que c'est les Algonquins c'est les tribus algonquines dont vient la légende, je crois, plus précisément. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, évidemment, à ce moment-là, le Wendigo, c'est plus une créature surnaturelle, c'est pas une créature si physique que ça. Et d'ailleurs, en psychiatrie, à l'époque, il y a quelques, quand cette légende a été connue, on a même parlé de syndrome du Wendigo, et ça serait des gens qui, dans le Grand Nord, parce qu'ils meurent de faim, finissent par faire une crise de cannibalisme et à manger leur propre famille ou des choses comme ça. Bon, c'est un peu controversé dans la littérature si ça existe vraiment ou pas, mais c'est vrai qu'on aurait le syndrome du Wendigo. Donc le Wendigo, c'est une légende qui est d'un esprit diabolique, maléfique, une malédiction, et c'est toujours lié avec le sujet du cannibalisme. On pourrait dire que ces tribus, c'était justement pour décourager les gens à être cannibales en cas de grand froid, pour éviter que les gens se mettent à manger leur propre tribu. C'est pas le genre de problème qu'on a en France ou en Belgique, mais j'imagine que si on a une tribu... Heureusement, dis donc. N'importe quoi. Voilà, et d'ailleurs, le syndrome du Wendigo aurait disparu s'il a jamais existé, parce qu'évidemment, ce genre de problématique n'est plus tellement d'actualité, même au Canada. Voilà. Mais alors, voilà. Donc ça, c'est la légende entre guillemets réelle, historique. Mais évidemment, moi, quand je lis Wendigo dans l'appel de Cthulhu, c'est autre chose encore. C'est Ithaka. Ithaka, c'est un grand ancien dans le mythe de Cthulhu qui a été créé par Auguste Derleth. Donc, il n'a pas été créé par Lovecraft lui-même. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Auguste Derleth est une figure très controversée dans le mythe de Cthulhu, puisque à la mort de Lovecraft, il s'est prétendu être le possesseur des droits des publications de Lovecraft. Apparemment, c'était pas vraiment le cas. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Donjons et Dragons avait les grands anciens originellement dans le Monster Manual, puis les a retirés en pensant que Derleth avait les droits. En réalité, apparemment 2ND n'aurait pas dû. Bon, je mets ça entre guillemets, tout ça c'est à vérifier, mais c'est un peu ce qui se raconte sur le sujet. Et donc Derleth à l'époque, Lovecraft, de son vivant, il est mort dans la pauvreté, il avait publié juste dans des pulps, des petits magazines américains de science-fiction, mais il n'a publié aucun livre, aucun recueil complet qui regrouperait toutes ces nouvelles. Et donc Auguste Derleth a fondé une maison d'édition qui s'appelle Arkham House, et il a dit j'ai les droits, et puis il s'est mis à publier les nouvelles de Lovecraft. Et il a fait d'autres choses aussi qui ont été très problématiques, c'est-à-dire qu'il a fait des collaborations posthumes, c'est-à-dire qu'il lisait les lettres de Lovecraft disait j'ai rêvé d'un truc, et puis lui il disait je vais écrire une nouvelle basée sur ça, et puis il disait que la nouvelle avait été écrite en collaboration entre Lovecraft et lui, mais bon, c'est un peu un peu exagéré de dire que c'est une collaboration quand on fait ce genre de procédure. Et puis aussi la dernière chose que Derleth a fait, c'est qu'il a essayé de structurer le mythe de Cthulhu. D'ailleurs, c'est lui qui a utilisé le mythe de Cthulhu, la terminologie de mythe de Cthulhu en premier, parce que Lovecraft parlait de Yog-Sothoth, j'arrive pas à le dire, mais ça vient de Yog-Sothoth. Yog-Sothoth. Et donc c'est Derleth qui a parlé de mythe de Cthulhu, et puis il avait une idée complètement bizarre du mythe de Cthulhu. Il pensait qu'il y avait des dieux bons et des dieux maléfiques et des dieux élémentaires, donc Cthulhu serait un dieu de l'eau, alors qu'en fait il est emprisonné dans la mer. C'était complètement bizarroïde. En étant généreux, on peut dire qu'il a rien compris à ce qu'écrivait Lovecraft. mais il a créé un certain nombre de choses. Il a une œuvre énorme, mais qui n'est généralement pas très populaire,
populaire chez les fans de Cthulhu. En gros, c'est pas un écrivain très talentueux, mais l'astuce, c'est que sans lui, on n'aurait peut-être pas d'appel de Cthulhu aujourd'hui, parce que il a continué. C'est lui qui a publié Lovecraft à une époque où plus personne ne le connaissait. Ouais, ça aurait pu être complètement oublié, ouais. Ouais, il a fait survivre Lovecraft, et donc en gros les gens ont un rapport d'amour-haine contre lui, parce que on l'aime parce qu'il a sauvé Lovecraft et on le déteste pour les bizarretés qu'il a fait. C'est comme El Sprague de Camp avec Conan le Barbare, où il charcutait le bazar, où il réécrivait des nouvelles pastiches en les faisant passer pour Robert Howard. Enfin, à l'époque, il y a des choses qui se faisaient qui sont assez hallucinantes, où on détruisait les œuvres de certaines personnes en les réécrivant, quoi. Mais donc Derlet, voilà, ça c'est Derlet, et donc il a écrit beaucoup de choses, il a inventé un certain nombre de choses qui sont quand même passées dans le jeu d'Appel de Cthulhu, puisque Sandy Peterson, le créateur de l'Appel de Cthulhu, n'a pas pris qu'il n'y a pas que du Lovecraft dans l'Appel de Cthulhu. Bon, il y a le Elder Sign, le signe des anciens, qui permet de se protéger des choses, c'est un symbole qui empêche les créatures du mythe de passer, ça c'est du Derlet. En tout cas, Derlet a mis une grosse emphase dessus. Il y a Ithaka et les Chocho, on va s'en parler. Mais commençons par Ithaka. Ithaka, j'ai la 6e édition de l'Appel de Cthulhu sous les yeux en français. Je sais qu'il y a une 7e édition, mais je l'ai en anglais, donc je l'ai pris en français. Et donc dans la nouvelle qui s'appelle Ithaka, le marcheur du vent, le Wendigo. Enfin, la nouvelle s'appelle juste Ithaka, mais bon, Ithaka, le grand ancien Ithaka, on l'appelle aussi le marcheur du vent ou le Wendigo. Et donc le Wendigo, qu'est-ce qu'il nous en dit, le jeu de rôle? On prétend qu'Ithaka résiderait dans la partie la plus septentrionale de l'Amérique du Nord, où les Indiens l'auraient rencontré. Il est réputé hanter les étendues désertiques et suivre la trace des voyageurs infortunés avant de les emporter avec lui. Il arrive parfois que ses victimes soient retrouvées encore en vie et qu'elles survivent quelque temps sans pouvoir expliquer ce qui leur est arrivé. Le plus souvent, on les retrouve des semaines ou des mois plus tard, à moitié enfouies dans le sol, comme si elles étaient tombées d'une grande hauteur, pétrifiées par le gel, dans des postures attestant des souffrances qu'elles ont endurées, avec quelques parties importantes de leur anatomie en moins. Donc ça, c'est la description officielle de l'appel de Cthulhu pour Ithaka, 6e édition. Et en préparant l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai relu la nouvelle Ithaka, elle est pas très très longue, hein, mais c'est vraiment ça que ça raconte. C'est quelqu'un qui enquête sur une disparition. Dans le Grand Nord, il se rend compte que les Indiens vénèrent quelque chose qu'ils ne devraient pas. Et puis, il se rend compte que ce qui est bizarre, c'est que la personne qui a disparu, en gros, il y a des traces de pas, et tout d'un coup, les traces de pas s'arrêtent. Et puis, elle est retrouvée beaucoup plus loin, complètement congelée. Et donc, l'idée, c'est que Ithaka, évidemment, la manière dont c'est représenté, même dans l'appel de Cthulhu, c'est une sorte de géant de vent, de glace, qui, avec des yeux... Enfin bon, Derlet le décrit plus ou moins comme ça de toute façon, avec des yeux lumineux, une forme dans la neige, comme si la neige était vivante, et alors un géant qui attrape ses victimes et qui les emporte dans le ciel, et puis on voyage dans le ciel pendant très longtemps, et puis la créature Ithaka ou le Wendigo jette la victime sur le sol, et généralement elle survit pas trop au processus en gros, quoi. Et donc évidemment quand j'ai lu Seul contre le Wendigo, je me suis dit on va avoir affaire à Ithaka forcément. Ouais, il se passe pas mal de choses en plus dans ce livre, hein. Il y a des rencontres, il y a un peu de tout en fait, de tout ce qui est l'aventure du grand explorateur en fait, parce qu'on peut même rencontrer des lieux qui sont légendaires. Tout à fait. Et donc je vais aussi me dire une seconde à propos des Chocho, parce qu'on va les rencontrer dans l'aventure, on va sûrement en parler, mais on va en parler, mais les Chocho, c'est aussi une peuplade qui est inventée par Derlet, mais là c'est encore du vivant de Lovecraft, donc Lovecraft les mentionne, et c'est une tribu de pygmées, nains. Alors ils sont supposés habiter au Tibet ou dans les contrées des rêves sur le plateau de Lang, et donc ils adorent aussi des dieux transanciens, donc c'est une sorte de chaînon manquant dans l'évolution, ou d'espèces d'êtres humains dégénérés, etc. Je bafouille un peu parce que je crois qu'on va en dire un mot, mais évidemment tout ça fait partie du sujet très délicat du racisme chez Lovecraft. Il faudra il y a un mot qu'ils ont employé d'ailleurs dans le bouquin quand tu tombes sur eux là. Qui est au faciès négroïde, je crois qu'ils disent, tu retombes 50 ans en arrière là, facile. Ouais, et surtout pour 85, c'est craignos quoi, quand même.
Ouais, et donc c'est aussi une créature de Derlet. Donc ce que je voulais dire avant qu'on attaque vraiment le bouquin, c'était de dire voilà, finalement ce livre, après lecture, il est extrêmement influencé par l'œuvre d'Auguste Derlet, beaucoup plus que par Lovecraft. Pour le meilleur et pour le pire, beaucoup de gens ne sont pas très fans de Derlet, donc voilà. Moi personnellement, je trouve qu'Ithaka est un grand ancien assez cool. On verra comment il est traité dans la nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de scénarios. Je crois que en 6 ans de jeu de rôle de Club JDR, j'ai jamais fait de scénario où il apparaît, donc il est quand même pas très utilisé. Mais bon, en gros, j'étais quand même assez surpris que Chaosium, voilà, c'est peut-être les débuts de Chaosium, décide de faire un livre-jeu qui se base beaucoup plus sur Derlet que sur Lovecraft lui-même. Bah voilà, justement, ça nous amène à causer notre aventure. Messieurs, vous êtes prêts? Yes. Ouais, c'est parti. Il y a pas une petite pause musicale avant? Bah justement, t'inquiète pas, ça vient, Fred. Ah, so sorry. Non, So sorry. pas grave. T'es comme un petit gobelin, donc pour la peine, on va jouer du Goblin, ça te dit? Ah bah ouais, Goblin, ça me va. Ouais. Et Jean-Michel, tu connais ce groupe de psychédélique rock alternative italien? Non, ça ne me dit rien. Non. Donc, C'est péchu. Hein. péchu, hein. Donc voilà, je vous propose d'écouter un live de Profondo Rosso, et puis je vous dis à tout de suite, messieurs. À tout de suite.
Ouais, effectivement, c'était vachement péchu comme morceau. Ouais. Bah, ça vient d'un classique de Giallo, les films d'horreur italiens, slasher. Donc, il s'intitule Profondo Rosso. Et puis là, c'est un peu le titre phare du film. Donc, en effet, ça met dans l'ambiance. Bon, c'est un morceau un peu plus chaud parce que là, on va se les cailler, non? On part à l'aventure. Ouais, on part dans le Grand Nord. Seul face au Wendigo. Voilà. Donc pour changer un petit peu notre façon de faire les livres, je sais qu'on on va discuter un petit peu des moments forts en fait, au lieu de se balader de A à Z qu'on a l'habitude de faire avec Fred. On prend un petit peu de cette nouveauté parce que ça plaît pas mal à nos auditeurs. On a des bons retours dessus. Et donc messieurs, je voulais qu'on cause dans le désordre comme vous le sentez. Si vous voulez faire dans l'ordre, ça marche. Mais des moments phares, des moments forts qui vous ont marqué ou décisions ont eu des conséquences intrigantes et qui vous ont amené dans des lieux complètement entourés par l'univers de Lovecraft. Mais avant cela, discutons un petit peu de l'aventure. Comment tout débute? Quel est le synopsis et qui nous incarnons? Je vais juste dire un truc, ça m'a fait plaisir de retrouver le système dés de sang. Je me suis amusé à faire ma petite fiche de personnage et j'ai pris pas mal de compétences qui servent dans le milieu sauvage, comme canotage, survie, tout ça. Et ça m'a servi, faut dire. Alors ouais, donc en fait on dit qu'on est seul face au Wendigo, mais en fait on est une scientifique, hein, c'est souvent le cas dans Cthulhu. Et on a décidé d'aller dans une partie du Grand Nord qui n'a pas été explorée, et on pense qu'on peut faire des découvertes différentes. Je sais plus si on est archéologue ou non, on n'est pas archéologue, on est géologue, c'est ça? Je sais plus. Anthropologue, pardon, ouais. Anthropologue, donc on va là-bas l'été parce que il fait moins froid, et on amène nos meilleurs étudiants sur place, sachant que c'est un endroit sauvage et que donc sur place on aura besoin d'un guide. Donc on a un métis qui nous accompagne, et donc l'équipe complète, donc on est 5. Je me souviens plus de leur nom. Bah, nous on joue le docteur Nadelman, donc soit Nadelman, Laurence ou Laura, dépendant. Voilà. Moi j'ai pris la fille. Laura Nadelman. Et bien sûr les statistiques sont une chouille différente si on joue soit l'homme ou la femme. Et puis après nos camarades, Fred, on a donc Bernard Epstein qui vient de New York, qui est l'étudiant diplômé. C'est ça. Ouais. Norman Faulkner qui vient d'Arkham, donc la ville fictive de Lovecraft, qui est un étudiant diplômé aussi. Suivi de Sylvia Davidson qui vient de Boston. Et puis après, donc notre guide qui est indien-américain, qui est donc Charlie Foxtail, et qui vient de la ville fictive au nord où on commence notre aventure. Bah, là, on doit se rendre, qui est le Fort McDonald. Ouais, en fait, il y a un peu d'autres points de départ, quoi. Donc ouais, les préparations de partie, Fred, on suit les règles en fait de l'ancienne édition de l'Appel de Cthulhu. Et donc le jeu nous propose à la fin du livre, il y a une page de personnages, homme ou femme, puis voilà, on a nos bases de statistiques. Par contre, les compétences sont au début dans l'introduction du livre. Donc là, on a une sélection en fait de compétences qui sont un peu plus appropriées pour l'aventure, avec la chance de base, et puis bien sûr on a, Jean-Michel, je crois que c'était ça, on a 390 points, c'est ça, distribués? Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Voilà, 40 points qui peuvent être répartis, 40 points au moins doivent être alloués dans l'anthropologique. Voilà, comme c'est bien sûr la carrière de notre personnage. Et puis après on a nos explications des règles, ce qui est du plus classique, hein, surtout les chocs physiques et psychologiques. Donc là qui sont aménagés pour une aventure à un seul joueur. Surtout c'est un peu difficile parce que quand on a les règles de la folie permanente, c'est pas facile quand on est tout seul, hein. Ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Au niveau des règles, il y a juste 2 compétences qu'on n'a pas habituellement dans l'appel de Cthulhu. Je crois que c'est canotage et connaissance de la forêt. Ouais, canotage, qui est assez spécifique, hein. Ouais. On se doute qu'on va beaucoup investir dedans quand ils nous mettent ça. Ouais, c'est sûr, tu mets au moins 40%. Hein. Ah bah vous voyez, moi j'ai investi dedans et ça m'a quasiment pas servi, hein. Ah bon? Ouais. Je pense, enfin, je sais pas, il m'est arrivé d'autres merdes. Mais c'est vrai que c'est assez sympa que les folies passagères et ici ils disent folies temporaires et folies permanentes soient présentes. Ça fait partie des choses que j'ai bien aimées. On peut déjà le dire, mais c'est vrai que il nous donne un paragraphe où on doit aller si jamais on a une folie permanente. Bon, je suppose qu'on va pas résumer les règles de l'appel de Cthulhu, hein, mais la folie permanente, c'est si on dépasse un seuil critique en perte de santé mentale, quoi. Et donc ça peut arriver à n'importe quel moment du scénario, mais alors on doit aller à un paragraphe donné. Et en gros, c'est vrai que c'est assez sympa
dans les points positifs du livre, il y a beaucoup de façons de finir le livre de manière horrible. Et donc évidemment, avec folie permanente, on se retrouve dans un asile d'aliénés. Enfin, il y a encore des choix qui peuvent arriver, même avec la folie permanente. On peut se retrouver à avoir Ithaca ou on peut se retrouver à l'asile d'aliénés. Mais je trouvais que une fin où on se termine à l'asile, on a été récupéré par quelqu'un qui passait par là, un Indien qui nous a retrouvés à quart dans le truc. Il nous ramène dans la civilisation et puis voilà quoi. On revient grâce à un traitement à l'électrochoc. Non, c'est pas mentionné ça, mais on revient un peu à nous. Mais je trouvais ça très sympa que ça soit inclus dans le bouquin quoi. Au niveau des règles qu'il n'y a pas dans l'appel de Cthulhu, il y a les points de Anna. Donc Anina, c'est des points qu'on accumule en visitant chaque paragraphe. Donc les paragraphes nous disent combien de points de Anina. Donc Anina, le mythe d'Anina. Anina, c'est supposé être la région où on est. Ouais. Et alors on accumule des points donc chaque paragraphe nous dit vous gagnez 1 point, 2 points, 3 points et on est supposé les comptabiliser. Je dis bien supposé parce que c'est ça. C'est extrêmement chiant à faire. Et donc normalement, il faut avoir accumulé au moins 120 points d'Anina pour être considéré avoir réussi le scénario avec brio. Donc en gros, c'est une façon de comptabiliser si on a fait le scénario de manière relativement exhaustive ou pas. Mais c'était tellement chiant à comptabiliser que j'ai pas du tout aimé comme règle. Mais bon, et en plus voilà, une fois qu'on a terminé le scénario, je dis bon ok, je suis à combien de points et puis on va voir et on dit bon t'as plus ou moins exploré la région ou pas. C'est un peu anticlimatique. En fait, ça demande tellement de boulot pour un payoff tellement faible que, complètement. C'est juste une façon de mesurer à quel point t'as été complet dans ton exploration de la région. Par contre, une fois dans un des paragraphes, ils m'ont demandé de faire un jet de compétences de mythe d'Anina pour savoir si je savais identifier quelque chose, mais c'était complètement sous-exploité. Tu vois, moi j'ai dû le faire plusieurs fois de suite, les jets de mythe d'Anina. Ça m'est arrivé pas mal de fois dans l'aventure. Donc je me suis dit, ok, peut-être ça a une raison d'être. Parce qu'au début, en effet, j'allais te dire, je pensais que c'était... c'est les années 80, hein, donc les arcades, le but des jeux vidéo en 85, surtout, c'était les grands scores, c'est le maximum de scores qui est le plus fort. Donc c'est pour ça que je voyais un peu cette mentalité d'ajouter des points d'Anina. C'est plus une version de dire... entre potes, j'ai réussi à 120, moi j'ai eu 90, c'est une façon de valoriser son aventure. Mais dès que j'ai vu que c'était utilisé en tant que règle, justement pour comprendre un peu les choses qu'on trouvait, les choses qui venaient du mythe, je me suis dit ok, c'est pas mal. Donc non seulement c'est un système de points, mais ça aussi, c'est un sort de score qu'on crée pour une compétence en fait de savoir. Donc ce qui était pas mal pour une aventure, je trouvais cette règle assez intéressante pour une campagne en fait, où tu crées un mythe qui est désigné sur la chose stupéfiante au lieu du mythe de Cthulhu qui désigne plutôt ta mort en fait. Ou pas ta mort, mais ta folie. Je trouvais l'idée intéressante, mais mal exécutée à ce moment-là. Enfin, ton idée de points comme dans un jeu vidéo, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans l'appel de Cthulhu, on peut avoir des compétences de connaissance du mythe qui soient spécifiques à certaines choses. Par exemple, connaissance du roi en jaune ou connaissance des contrées des rêves. Et donc là, on est en train d'explorer cette région. Donc on pourrait dire connaissance de cette région d'Anina. Mais je trouvais que juste c'était très fastidieux de devoir comptabiliser paragraphe par paragraphe. Surtout que les paragraphes sont vachement courts. Donc tu passes ton temps à comptabiliser les points, alors qu'ils auraient pu dire chaque fois que tu rencontres un gros monstre du mythe, tu te chopes 10 points d'Anina ou 20 points d'Anina. Ça pouvait être beaucoup plus... Ça aurait pu être géré différemment, quoi. Ben voilà, et puis je voulais discuter un petit peu de la présentation des paragraphes que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc comment ça se passe visuellement pour dire aux auditeurs. Donc le paragraphe, le rectangle classique avec le texte, parce que comme disait avec Fred plus tôt, c'est pas sur une page complète, hein, c'est comme un livre de jeu de rôle, 2 lignes de paragraphe par page. Donc le premier, c'est le chiffre en grand, ça qui est intéressant, vraiment une typo bien plus large que le texte lui-même, donc pour nous indiquer le numéro du paragraphe, suivi par le texte de l'aventure. Et puis là, c'est intéressant, donc en bas à droite, c'est ce qu'on venait à dire, Jean-Michel, c'est les points qu'on gagne du mythe d'Anina. Mais ce qui était intriguant, c'est à gauche, c'est les numéros de paragraphes, d'où l'on peut provenir pour arriver à celui-ci. Et donc, quand on lit un livre dont vous êtes le héros, Fred, je crois que c'était arrivé, hein, on se perd des fois, on se dit merde, je devais aller où ? Juste à force de faire des numéros. Ouais, moi j'ai le réflexe de noter quand je vois que ça va être important, mais là, c'est vrai que ça c'était une bonne idée, ce truc-là. Parce que ça te permet de revenir en arrière en plus des fois. Bon bref. Non mais ça c'était sympa, mais c'est vrai que le truc des systèmes de points par paragraphe, en plus des fois tu lis le paragraphe, t'enchaînes et tu fais merde, j'ai passé combien de paragraphes là, 3, 4, ça me fait combien de points. C'est ça. Vraiment
fastidieux, quoi. Ouais, ça devenait casse-pied. Et surtout quand c'est des 1, ça te fait chier de les noter, quoi. Autant. Bah, surtout, il y a que, la plupart du temps, c'est des 1. Franchement, comme moi, je crois qu'une fois, j'en ai eu 6 d'un coup. J'ai fait, ouh, bang, Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était 12. 12 d'un coup, ce qui était pas mal, ouais. Et là, tu sens que c'est des moments importants, quoi. Je sens que t'as encore pris des chemins de traverse, c'est pas possible. J'ai l'impression que t'as pas fait la même aventure que moi et Jean-Michel, je sais pas pourquoi. T'inquiète, mais je crois que comme ça. je vais bien vous faire marrer. J'ai fait l'aventure 3 fois de suite, donc j'ai 3 fins différentes, ce qui était assez cool. Une seule qui est, je crois, une fin officielle. Les 2 autres, c'est des échecs. Bah ouais, mais c'est assez sympa. Donc ouais, la présentation des paragraphes est assez cool. Et puis, bah voilà, ça nous amène sur l'aventure, messieurs. Qu'est-ce qui ouais, je voulais aussi quand même dire ce que tu disais par rapport à ça. On rentre un peu dans l'aventure, mais je crois que la notion de fin officielle versus, je pense que toutes les fins sont des échecs. En gros, il n'y a pas vraiment de fin qui est une réussite. et donc finir en plein milieu de partie en te faisant dévorer par un monstre est une façon de finir le volume. C'est la seule chose que tu peux dire, c'est ce que tu considères comme une fin entre guillemets officielle, c'est que t'es revenu à la civilisation, mais c'est pas pour ça que ça finit bien quand même. Donc c'est quand même voilà. Donc pour moi en fait finalement il y a plein de fins qui sont plus ou moins chouettes en fonction des fins, mais finir le fascicule n'est pas vraiment une fin officielle non plus, je dirais. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Non, c'est du Toulouse, donc en effet quoi, il y a pas vraiment de bonne fin, c'est que des échecs. Tout à fait, ouais. Ouais, moi je pense que j'ai joué aussi plein de fois, je crois que j'ai fait même plus que toi, mais une fois que t'as été voir à la fin ce que tu devais réussir, quand tu connais l'objectif, il y a 3 façons de, entre guillemets, finir, entre guillemets, officiellement. C'est soit tu dois découvrir la vallée des dinosaures, soit tu dois trouver le filon d'or, soit tu dois trouver l'existence des Wendigo, et avoir idéalement, oui, il faut que t'aies pas trop de morts dans ton équipe et que tu aies une preuve de ce que tu racontes. Et alors t'as une fin qui est pas trop mauvaise. Et donc une fois que j'ai déterminé ce qu'il fallait faire, après j'ai rejoué en ayant cet objectif un de ces objectifs en tête, évidemment. Moi ce qui m'a étonné, c'est dans un de mes runs en fait j'ai trouvé quand même 2 des points les plus importants dans l'aventure. Donc quand je suis arrivé vers la fin, j'avais vraiment le choix de la sortie du jeu en fait. Comment déterminer justement la fin de la quête. Et au début du jeu, alors messieurs, je voulais parler d'un moment intéressant, c'est une nuit de camp où l'on se fait attaquer par un loup-garou, et vous vous souvenez, on met l'un de nos amis en poste de guetteur, qui, je me trompe pas, c'était Bernard Epstein. Ouais, c'est Bernard, ouais. Epstein, ouais. Alors, vous avez vécu tout ce moment-là? T'as dit une attaque de loup-garou, c'est ça? Pas loup-garou, je veux dire de Wendigo. Donc en fait, tout le monde part se coucher, c'est Bernard qui fait la première relève. Et qui se fait attaquer par un Wendigo et qui disparaît, mais il revient un peu plus tard, mais il est bien tout blanc, tout pâle, et tu sens qu'il a été transformé. Et donc tu as le choix de soit t'as assez de connaissances, savoir qu'il est hanté, et de prendre un tronc d'arbre et lui enfoncer dans le torse et de le tuer. Ou je sais pas ce qui se passe si on le tue pas, mais je pense qu'il se passe malheur dans le groupe. Si on essaie de trouver ce qui lui est arrivé, moi dans une des versions que j'ai jouées, il se retourne contre le groupe et il essaie de tuer Sylvia, la fille du groupe, en l'étranglant. Il y a un combat entre nous, ouais. Parce qu'il est supposé être possédé par le Wendigo, évidemment. Et puis, en survivant, je crois que Charlie, il en a dit, c'est bon, moi je me tire, je vis pas vos aventures de merde. Et puis voilà, j'ai perdu mon guide et j'ai perdu Bernard. Donc je me retrouve avec Norman et Sylvia. J'ai déjà perdu 50% de mon équipe. Ça, c'est la première nuit, on est d'accord, non? Ouais. Moi, Charlie, tu le perds de toute façon assez vite. Quoi que tu fasses dans les différentes versions que j'ai eues, le perdre la première nuit autour du camp, c'était le plus tardif que j'ai eu dans le perdre. Sinon, tu le perds pratiquement automatiquement, quoi. Ouais. Parce qu'il est au courant pour les auditeurs, c'est un Indien natif. Ah oui, non. Alors ils disent sans mêler, donc il y a. Ok, on va classer ça dans le vocabulaire raciste du truc. Oh là là, c'est incroyable le vocabulaire raciste de l'œuvre quand même. On est en 85 et les termes sont vraiment odieux, quoi. Au bout d'un moment, ça m'énervait. Je me dis mais c'est pas possible ce mec, quoi. Mais qu'est-ce qui lui a pris de mettre des termes comme ça dans le livre? C'est la description de Lovecraft faisait. Hein. Ouais, mais bon, on est en 85, quoi. Il faut pas, tout n'est pas bon à prendre chez Lovecraft. Exactement. C'est marrant qu'en 85, en tout cas à l'heure actuelle, dans l'appel de Cthulhu, ce serait inconcevable de continuer à faire ça.
alors 30 ans, enfin voilà, évidemment on est 30 ans plus tard, quoi. Ouais. Oui, donc c'est un Indien et il est au courant qu'il y a des choses bizarres et donc il a vite très peur et il veut vite se casser quoi qu'on fasse, quoi. Donc on le perd très tôt en général, Charlie. Ah oui, ce qui est important aussi pour les auditeurs, c'est que perdre les gens du groupe. Au début, je me demandais à quoi ça servait ce groupe, ça m'énervait de devoir jouer un groupe, mais mécaniquement c'est quand même intéressant parce que ça permet. Le jeu va nous demander souvent combien de personnes restent-ils dans le groupe et ça permet au système de paragraphes de déterminer où on en est dans l'histoire. Donc s'il n'y a plus que 3 personnes dans l'aventure, on va au paragraphe où il y a vous avez encore 3 personnes qui vous accompagnent, vous avez encore 2 personnes qui vous accompagnent et comme ça c'est un système d'engrenage. En fait le nombre de personnes qui nous accompagnent c'est une sorte de compteur pour savoir à quel point on a avancé dans le scénario. Et puis on se retrouve aussi à faire des jets entre les personnages où ils comparent leurs forces, donc les classiques, les règles de l'appel de Cthulhu, quoi. Des fois il y a Norman qui essaye d'aider Sylvia et donc il faut faire des jets pour voir s'ils se font porter ou si ou dépendant de la situation on va voir s'ils survivent ou pas. Donc ça, ce qui m'avait assez intrigué en fait. On se retrouvait à faire on joue bien en fait 5 personnages dans le jeu. Par contre, il n'y a pas une mécanique aussi qui vous a énervé dans le jeu, c'est de faire un test à la fin pour savoir où tu vas, pair ou impair. Je trouve ça assez frustrant, moi, de pas pouvoir choisir. Ouais, en fait, le jeu est intéressant. Donc, si tu sais, avec Fred, Jean-Michel, on lit énormément de livres dont vous êtes le héros, et on a toujours cette habitude, en fait, c'est nous qui choisissons notre destin. On choisit où on veut aller, à gauche ou à droite, en haut, en bas. Et dans ce livre, sur les traces du Wendigo, Seul face au Wendigo, on se rend compte que en fait on jette des dés pour déterminer notre aventure. Et Fred, en effet, j'étais d'accord avec toi, je trouvais ça assez relou, où l'écrivain prenait pas le temps de nous faire une description des choix où on allait, tu sais, qui pourrait nous romantiser, nous faire une écriture dynamique, un petit peu nous expliquer en atmosphère où est-ce qu'on se dirige. Et en fait, il y a un peu, je veux pas dire fainéantisme, c'est un peu méchant, c'est peut-être pas le cas, mais c'est en fait les règles du jeu qui sont beaucoup plus, on détermine le moment, mais pas l'aventure. En fait, j'ai pas eu de ressenti de tout j'ai pas eu cette sensation d'écriture qui nous explique la difficulté du terrain, le froid, le fait qu'on commence vraiment à se sentir, éloigné du monde, mais juste en fait des descriptions comme ça qui servent beaucoup plus pour les règles. Donc c'est un livre-jeu qui, je trouvais, était écrit rapidement. Tu sais, il y a ce côté où je t'écris le b.a.-ba nécessaire pour que les règles marchent, pour que l'aventure sorte. Mais il manque toute cette... Les règles marchent, c'est pas sûr en plus. C'est même pas sûr, en effet. Mais il y a pas en fait... Tu vois, quand je lis l'œuvre donc de l'écrivain qu'on discute, là, de Glenn Raman, je sens pas sa patte d'écriture. Je sens pas du tout. Et en fait, c'est écrit lambda. J'ai l'impression que ça peut être n'importe qui écrit cette œuvre. C'est très descriptif. Ouais, en fait, descriptif, c'est tout. C'est n'importe qui est allé, tu vois, qui a fait des études de langue. Voilà, c'est ce qu'il peut écrire. C'est une base, mais il manque d'attitude. On n'a pas du tout la personnalité de l'écrivain et ça, c'est chiant, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de lire l'une de ses œuvres que je vous disais plus tôt, les gars, qui était Higher of Darkness, donc Seigneur des Ténèbres, je crois, si on traduit en français. Qui est le livre là, qui est très inspiré Robert E. Howard, qui a une bonne critique. Donc ça me dirait de voir un petit peu ce qu'il écrit, en espérant qu'il abandonne un peu ces termes racistes et péjoratifs, quand même, merde. Mais pour en revenir à ce que disait Fred, le système d'aléatoire est assez pénible et surtout qu'on fait des boucles. Et alors, si on, entre guillemets, si on triche pas, on peut retomber sur les mêmes trucs. Alors c'est tout à fait marrant parce qu'on peut faire des boucles et alors il nous dit est-ce que vous avez déjà visité. On va à un paragraphe et le paragraphe en question ça va être est-ce que vous avez déjà visité le temple d'Ithaka par exemple. Si oui, allez là. Si vous ne l'avez pas encore allé visiter, allez là. C'est complètement bizarre. Oui. Je suppose que ça multiplie la jouabilité, ça augmente peut-être la rejouabilité parce que c'est vrai que j'ai fait le jeu 4-5 fois je pense, et à chaque fois je suis tombé sur des trucs très différents, mais en même temps c'est au prix de l'aléatoire et effectivement on a l'impression c'est une suite de scènes qui sont connectées par des lancers de dés aléatoires et c'est assez pénible. Et alors ça c'est marrant, pour vous dire jusqu'à où ça va, c'est aléatoire. À un moment je suis tombé sur un blanc, bon, c'est ce qu'on nous dit, qui est en train de mourir, apparemment c'est un gentil parce qu'il est blanc. C'est le bon fermier qui... Bon trappeur. Bref. Et alors on nous dit, il veut nous dire ses derniers mots, et puis là on doit faire un jet aléatoire, donc de 1 à 3 aller à tel paragraphe, de 4 à 6. Alors si on a fait 1 à 3 avec le dé, il nous dit qu'il a été attaqué par des chocho. Moi j'utilise chocho, mais ils sont pas appelés chocho, ils sont appelés
Keiwanema, enfin bref, mais c'est clairement des chocho. Donc de 1 à 3, il a été attaqué par des chocho et ça nous envoie sur les intrigues des chocho. Et de 4 à 6, il a découvert le temple d'Ithaka et ça nous envoie sur le temple d'Ithaka. Tu peux nous dire chocho une troisième fois? Chocho. Voilà. Donc en fonction il n'y a pas de cohérence interne dans l'univers. Donc ce qui est arrivé au PNJ qu'on rencontre dépend du jeu aléatoire qu'on fait. Ça m'a aussi perturbé. Je trouve ça un peu. Enfin, j'aimais pas. Voilà, je trouve que c'est de la merde. Il y a aussi des paragraphes Carrefour où c'est pas pair ou impair, c'est que t'as 6 choix et t'as des trucs qui t'emmènent dans des endroits sympas, puis d'autres qui servent à rien du tout. Donc ouais, c'est pas ce système-là, ouais, j'aime pas trop moi. Franchement, ça c'est décevant. Ah, c'est le conflit total dans l'aventure et donc ce que je voulais discuter avec vous les gars, c'est les erreurs de paragraphes qui sont, alors je sais pas pour vous, mais moi qui étaient massives. Hein. Combien de fois je me dirige vers un paragraphe et c'est quelque chose de complètement différent qui foire mon aventure, quoi. Un moment, ça me dit, est-ce que vous avez toujours votre canoë? Je dis oui, donc je vais au paragraphe et le paragraphe me dit, vous vous réveillez au milieu de la nuit, attaqué par je sais pas quoi. Je dis mais non, mais ça a pas de sens. J'allais prendre le canoë, je comprends pas pourquoi on m'envoie ici. Alors je lis en me disant ok, peut-être qu'il a sauté un moment, tu vois, c'est un time lapse. Comment dire en français, c'est un saut de temps, hein, voilà, on se balade un peu plus. Mais non, en fait, je me rends compte que c'est une erreur de paragraphe et ça m'est arrivé énormément de fois. Alors, je sais pas pour vous, mais là, je sais pas si c'est un problème dans la traduction française ou si, même à l'origine, il y avait vraiment des soucis de numérotage, quoi. Mais je sais pas, peut-être après c'est peut-être des paragraphes Carrefour et le mec, il y a beaucoup de paragraphes qui peuvent y conduire et donc il a pas forcément fait la bonne liaison. Tu sais, des fois c'est dur. Hein. Ah bah ou bien je sais pas. Ou bien des fois ils veulent savoir si c'est un objet ou pas parce que si t'as eu un objet, t'es passé par tel endroit ou pas. Ça peut être ça aussi, mais bon. Mais c'est pour ça qu'il faut des mécaniques de jeu. Il faut des contrôleurs, il faut des copies contrôleurs. Tu t'embauches des gens qui te lisent ton œuvre et qui vérifient tout, quoi, des bêta-testeurs si tu veux. Mais là, mais en fait tu nous l'as mentionné par email et jusqu'à ce moment. Et moi je me dis non, je pensais aussi que c'était juste des bugs dans les systèmes de boucle. Mais après que tu nous en aies parlé, j'ai été plus attentif et j'en ai découvert 2 et c'est clairement le cas que c'est des erreurs. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, dans chaque paragraphe sont mentionnés les paragraphes du problème. Exactement. Et donc je suis à paragraphe 13 par exemple, et puis je vais au paragraphe 18 et ça me colle pas du tout, et puis je lis d'où je suis supposé venir et le paragraphe 13 n'est pas mentionné. Donc puis je retourne au paragraphe 13 et on me dit toujours d'aller au 18, donc là c'est clairement une erreur de typo dans les paragraphes, quoi. Ouais. Je suis tombé seulement sur 2 moi, mais enfin clairement il y en a 2 grosses sur lesquelles je suis tombé qui étaient clairement des erreurs. Alors j'ai dû remonter en arrière dans mon arborescence parce que comme tu me l'avais prévenu, j'avais pris note de tous mes paragraphes pour commencer. Moi j'en ai eu 6 environ, hein, des erreurs, quoi. Donc j'ai pas été tombé dessus et à chaque fois c'est vrai que c'était assez frustrant parce que j'ai envie de continuer l'aventure et c'est cette peur constante d'être ruiné. Tu sais, tu peux pas continuer ton aventure, c'est fini à cause de cette erreur. Parce que je vais pas lire les 600 paragraphes pour savoir auquel je dois aller. Mais heureusement, les erreurs c'était toujours sur les paragraphes où il y avait plusieurs choix. Tu sais, il fallait lancer un dé de 6 et donc il y avait 6 paragraphes que tu pouvais choisir. Donc en effet, ça m'a sauvé à chaque fois. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire, les gars, sur ces paragraphes, en fait, c'est marrant, mais des fois, on tombe sur, excuse-moi, pas des paragraphes, il y a des numéros de paragraphes. On tombe sur des paragraphes, en fait, qui ont genre une vingtaine de numéros en dessous. Comme quoi, on sent que c'est un paragraphe de croisement de texte massif, quoi, qui, beaucoup de gens vont passer par ici. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant qu'on a dit tout le mal qu'on pensait du truc, il y a quand même des choses que j'ai bien aimé, hein. En général, ça reste une aventure sympa. Ouais, on crache pas dessus, hein. C'est un livre à lire, c'est intéressant. C'est old school. Parce que pour mentionner comme tu nous as demandé de mentionner les moments qu'on a bien aimés. Oui, donc de manière générale, moi mon évaluation, c'est évidemment Seul contre les flammes est bien meilleur, surtout il y a recréer beaucoup mieux, enfin beaucoup plus moderne, recréer beaucoup mieux l'atmosphère qu'on cherche à avoir dans un appel de Cthulhu. Ici surtout il veut faire trop de choses, donc il y a beaucoup trop d'entités qu'on rencontre. Enfin c'est un petit côté old school. Le côté old school au niveau de la narration, c'est qu'on rencontre des monstres différents et dans cette vallée il y a plein de monstres de Cthulhu. On se demande comment les gens ont fait pour les louper, quoi, hein. Surtout pas des petits en plus. Mais donc moi je préfère comme Alone Against the Flames, donc Seul contre les flammes, où il y a qu'un seul ennemi qu'on doit affronter, il y a une seule histoire. Ici c'est une succession de scènes
collé, il y a une juxtaposition géographique, mais il y a des choses, on se demande quelles sont les relations de ces choses, on sait pas quoi. C'est un petit côté vieux donjon, chaotique comme ça. Alors dans les endroits que j'aimais bien, il y a des migos, on retrouve nos vieux migos, ils sont jamais nommés des migos, enfin c'est des insectes fongicides, donc c'est clairement des migos, et il y a une illustration, de toute façon c'est un migo, et ils utilisent même les armes, enfin ça ne fait aucun doute que c'est des migos, même si c'est jamais mentionné. Ils font là pour travailler la mine, et donc ils sont intéressés par les minerais qui se trouvent dans la montagne. Moi j'étais content de tomber, voilà, je tombe sur des migos, c'était assez cool, évidemment. Si tu réussis ton jet de santé mentale, tu peux te montrer pour rentrer en communication avec les entités extraterrestres. Vu que c'est des migos, c'est pas une bonne idée, évidemment. Et une des fois que j'ai eu en jouant, en me faisant bouffer par des migos, enfin rattraper par les migos, je me suis retrouvé comme pour ceux qui connaissent les migos, c'est un grand classique. Je me réveille et en fait je suis un cerveau dans un container de migos. Et évidemment, vous connaissez ça, les migos, ils adorent mettre ils extraient les cerveaux des corps et ils les mettent dans des containers pour les transporter jusqu'à Yugot à l'alias Pluton. Et donc ça m'est arrivé, une fois je suis mort comme ça. Merde. Le fan des migos en moi était content. Donc ça, j'ai trouvé sympa. Donc, en fait, c'est les règles et les paragraphes qui me faisaient chier, mais les interactions avec les entités étaient assez sympas, moi je trouvais. Donc, la sorcière des Keia-Menema, donc les fameux, bon, c'est pas des Chocho, mais bon, Keia-Menema, c'est nains de jardin. On nous explique que c'est des pygmées qui sont nains, que c'est des primitifs, hein, tout le vocabulaire raciste est mobilisé. Et donc, mais ils ont une sorcière. Et là, j'ai trouvé ça sympa. Elle veut échanger son corps. Comme beaucoup de sorciers chez Lovecraft, pour avoir un nouveau corps, un transfert d'esprit. Et là, ça joue si vous avez décidé de jouer un personnage masculin ou féminin, parce que les sorcières sont toujours féminines. Après le racisme, on tombe sur le sexisme, c'est pas grave. Et donc, si on joue un personnage masculin, elle n'est pas intéressée par nous, mais elle veut en transférer son esprit dans Sylvia. Par contre, si on joue une anthropologue féminine, elle veut posséder notre esprit à nous. Ça c'était mon deuxième moment. Je sais pas, il y a des choses, vous avez vécu ces moments-là ou ça vous dit des choses? Le minerai d'or, ouais, moi j'ai découvert le minerai d'or, mais j'ai juste trouvé l'or assez, mais je suis pas allé plus loin. Donc il y avait ça que je pouvais ramener, j'ai même découpé un petit morceau. Non, j'ai trouvé la vallée perdue des dinosaures, moi. Donc je suis allé l'explorer avec Bernard et... C'était ça, non? Il me restait plus que 2 personnes à ce moment-là. Norman et Sylvia. Donc ouais, on n'a pas trouvé de dinosaures, on a trouvé des grandes plantes et d'ailleurs on a arraché une des plantes qui est supposée être non existante et on nous parle justement d'un chercheur de l'école d'où on vient qui est le docteur, non c'est Ivan Kurtov, donc on commence à nous donner des plans comme quoi ça va... On va entendre son nom un peu plus tard. On trouve la plante rare et puis on décide justement de quitter la zone. Comme quoi on a tout exploré. Je me dis mince, il y a pas de dinosaures, il y a pas de raptors, c'est dommage. Et bon voilà, je sais que ça c'était ma fin en fait, parce qu'une fois que j'avais trouvé ça, puis je retourne vers le fort. Je suis resté dans l'aventure pour trouver les Wendigo, j'ai pas réussi. J'ai trouvé la prisonnière indienne que j'ai d'ailleurs libérée, et puis elle nous a remercié beaucoup, et puis elle nous a aidé justement à nous aider à sortir de la comté pour revenir vers le fort. Et puis une fois que je suis revenu vers le fort, j'ai dit justement qu'on avait trouvé la plante, l'école était super contente, et donc Kurtov est arrivé dans la région avec toute une équipe d'expédition, et puis classique fin de Toulouse, on n'entend jamais parler de l'équipe d'expédition, elle a complètement disparu, on n'entend plus rien, et nous on perd toute crédibilité à l'école, parce que voilà, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui est revenu. Donc classique fin d'Appel de Toulouse. J'ai aussi eu un autre moment où j'avais trouvé une cabane abandonnée. On décide de s'y poser pour se réchauffer. Et il y a un vieil homme qui vient taper à la porte, qui est complètement gelé, donc on l'aide. Et là, t'as le choix, parce que le livre commence à t'insinuer qu'il a les mêmes... détails que quelqu'un qui se transforme en Wendigo peut avoir, tu sais, parle peu, il a la peau blanche, et je me dis mais non, mais il est gelé. Donc je décide d'enquêter un peu plus, et en effet on se rend compte qu'il a froid, on enlève ses bandages sur les pieds, on se rend compte qu'il a les pieds gelés noirs, j'ai oublié comment ça s'appelle ça, qu'on a le corps qui est exposé au froid trop longtemps et qui est complètement givré. Donc il y a rien à faire, on l'aide à se réchauffer, mais il meurt dans son sommeil, quoi. Donc le premier choix que j'avais fait, c'est je me dis merde, c'est un Wendigo, donc je le plante. Et puis le lendemain, il y a la police qui arrive, et puis on apprend que c'est un vrai personnage. On se dénonce soi-même qu'on a tué quelqu'un, et puis on finit en tôle. Bon bref, quoi, la fin cliché, je me fous en l'air. Quand on aurait pu tout mentir.
Mais ouais, donc quelques fins. Moi, les moments qui m'ont assez plu, c'était d'aider l'indienne et puis justement de se balader avec elle et qu'elle nous explique un petit peu qu'elle était envoyée en sacrifice et qu'on l'a aidée et puis qu'elle nous raconte un peu plus c'est l'histoire de l'aventure. Donc ça, c'était assez sympa. Et puis la vallée perdue, dommage qu'il n'y avait pas un peu plus de rencontres. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un moment qui m'a plu, en fait, c'est se rendre compte que c'est quasiment un sketch de Laurel et Hardy, les gars. Il y a un tronc d'arbre qui est tombé, qui crée un pont naturel, traverser un fleuve très rude. Et puis, il y a Norman et Sylvia qui croient qu'on peut marcher dessus. Et moi, le professeur, je leur dis non, le pont, il est pas assez costaud. Et on se rend compte que pendant qu'on est au feu de camp en train de se réchauffer, les deux boulets, ils ont essayé de le traverser et ils se sont cassés la gueule et toi, tu dois aller les sauver. Et donc, tu fais plein de jets de force et résistance entre eux pour savoir si tu sauves tout le monde. Donc, j'ai eu pas mal de chance, j'ai réussi à sauver les deux nunuches, mais je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils écoutent pas? Ce sont des étudiants, mec, hein. C'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes. C'est des jeunes. En fait, ton indienne, là, qu'on trouve attachée à un arbre, justement, si ça se passe mal, moi ça s'est mal passé, elle est là parce qu'elle est prête à être sacrifiée à la sorcière des pygmées, là. Et donc, normalement, la sorcière veut s'incarner en elle, et donc, si on la sauve, mais qu'on n'est pas très efficace, comme je l'ai été, on se retrouve de nouveau dans la séquence où la sorcière veut s'incarner soit dans nous, soit dans Sylvia, puisqu'on a libéré la princesse, quoi. Moi, il y a deux derniers moments que je voulais parler. Il y a un moment où on tombe sur une tribu de Sasquatch, donc ça c'est vraiment le Wendigo le plus classique. J'ai trouvé qu'en fait l'auteur il avait placé, en fonction du parcours qu'on fait, on tombe sur différentes versions du mythe du Wendigo. Le mythe du Wendigo avec le gars qui arrive à la cabane, comme toi t'as parlé. Nous on peut être emporté par Ithaca à certains moments. Et donc on peut aussi trouver sur une tribu de Sasquatch. Et donc là c'est vraiment le Wendigo dans sa version poilue. C'était pas très intéressant, c'était marrant. Mais par contre je suis tombé sur le temple d'Ithaca. Mais là c'est parce que je l'ai bien cherché ce foutu temple. Et donc si on va sur le temple d'Ithaca, on voit exactement comme dans la nouvelle de Derlet, il y a des sortes de monolithes entourés en cercle. Et avec une structure en bois à l'intérieur, et quand on rentre dedans, on a une vision qui nous est donnée par Ithaca, il semblerait, qui nous révèle l'origine des pygmées entre guillemets qu'on trouve dans la région et qui nous déverse plein de savoirs sur le mythe de Cthulhu. Et là, on entend parler de plein de Astur, etc. Et c'est des paragraphes qui se suivent. À chaque fois, on doit faire un jet de sentimental et on peut abandonner ou continuer. Et puis, à un certain moment, Ithaca, on doit faire un jet de pouvoir pour voir si Ithaca arrive à nous contrôler ou pas. Et là, il y a deux possibilités. Soit, si on rate le jet de pouvoir, à ce moment-là, on est emmené dans le ciel par Ithaca et on est congelé et puis il nous projette et on meurt. Ah oui, non, c'est même plus que ça. On atterrit et on devient nous-mêmes un monstre. Et alors, on attaque un camp indien. Oh là là. Et c'est ça la meilleure fin en fait. Ouais, c'est pas faux, ouais. Et l'autre version, si on arrive à résister au jet de pouvoir de Ithaca, on arrive à s'extraire, à s'enfuir avec ses étudiants, et à ce moment-là, Ithaca essaye de nous attaquer, puis on peut soit se faire avoir nous, soit un de nos élèves se fait dévorer par Ithaca, et puis ça dépend si on réussit bien ses jets ou pas, on arrive à s'enfuir. Mais donc, ce brave Ithaca, il est quand même dans ce bouquin. Il faut trouver le temple d'Ithaca, mais ça demande un peu de beaucoup recommencer l'histoire. J'ai recommencé jusqu'au moment où j'ai enfin trouvé le fameux temple d'Ithaca qui était dissimulé quelque part. Ça. Et toi, Fred, alors ta fin? Moi, en fait, juste, il y a une scène que vous avez pas mentionnée. Moi, j'ai pas été attaqué par les loups-garous, mais j'ai été attaqué par une créature du mythe de Cthulhu un peu bizarre, qui est une espèce de créature qui bourdissait sur une jambe, et tout ce qu'elle touche, ça annihile la matière autour. Donc, elle a laissé des traces dans la matière, comme ça, avec du givre. En fait, elle a buté Bernard, qui est obligé de mourir. L'Indien, il s'est cassé, parce qu'il avait peur. Et en fait, c'était une boucle de m'aventure, parce que j'avais le choix ou bien de revenir en arrière, ou bien de la poursuivre tout seul. Et quand je suis parti tout seul en arrière, donc quand je suis parti en arrière au fort, on est tous morts dans le canot à part moi. Et j'ai vécu une aventure de merde, j'ai juste réussi à récupérer de l'or. Et je suis revenu avec de l'or, c'est tout. Et j'avais noté le paragraphe où je pouvais la poursuivre. Et du coup, je suis revenu là et je l'ai poursuivi. Et là, voilà, c'était un peu le kiff parce que moi, j'ai pris la bonne femme, la femme. Et du coup, tu peux l'ajuster au fusil et c'est une créature, et en fait, tu lui fais rien avec ton tir, mais ça lui fait assez peur, et donc en fait, elle se barre et ça te permet de récupérer de la santé mentale. Cette scène-là, j'avais bien aimé, parce qu'elle était assez bien écrite pour le coup, et l'espèce de poursuite après ce monstre-là, c'était le meilleur moment de l'aventure. Tout ce que vous avez parlé, pratiquement, moi j'ai pas vu, moi les chochos, à part
À part m'enfuir devant eux, j'ai pas fait grand chose. Là, l'Indien, je l'ai libéré. Et par contre, le Wendigo dans la cabane, moi, le mec en venant, je lui ai tiré direct dessus. Il s'est transformé en Wendigo. Quoi. Il s'est transformé en Wendigo. Et en fait, il s'enfuit. Et du coup, quand je suis revenu chez moi là pour aller à l'université, comme j'ai aucune preuve de tout ce que j'avais, j'ai été discrédité quoi. Donc, Merde. Bon bah voilà, ouais, tous les trois on a vécu une aventure assez pas mal, bien sûr les fins classiques de l'appel de Cthulhu. Bah voilà messieurs, avant de se quitter, je voulais juste qu'on se donne vite fait une petite opinion. Jean-Michel, est-ce que tu conseilles ce livre toi pour les fans de Livre dont vous êtes le héros? Je le conseillerais pas aux fans de Livre dont vous êtes le héros. Par contre, je le conseillerais aux fans de l'appel de Cthulhu, avec un gros bémol que c'est extrêmement daté et surtout le racisme qui est dedans est extrêmement dérangeant, je pense. Donc voilà, si on est fan de l'appel de Cthulhu et qu'on cherche un peu de des sources d'inspiration pour parler d'Ithaca, je pense que pour un meneur de jeu, ça peut être une bonne source d'inspiration, le passage sur le temple d'Ithaca, etc. Donc voilà, plutôt pour les fans de l'appel de Cthulhu, mais pas pour les fans de jeux de rôle en général. Pour ça, je conseille plutôt Seul contre les flammes ou évidemment le Manoir de l'enfer, qui est un classique en termes de Livre dont vous êtes le héros d'horreur. Et puis bah voilà Jean-Michel, je sais que tu dois partir. Avant de se quitter, est-ce que tu as une recommandation à faire pour nos fans, une aventure que toi t'as le plus aimé masteriser pour l'appel de Cthulhu? Oh la colle. Il y a tellement d'aventures de l'appel de Cthulhu qui sont prodigieusement géniales. Qu'est-ce que je pourrais dire pour le moment que j'aimerais vraiment, que je conseille vraiment de masteriser pour l'appel de Cthulhu? Je pense que si vous ne l'avez pas encore fait, je crois que vraiment les masques de Nyarlathotep, ça reste un super méga classique et vous devez supplier votre meneur de jeu de maîtriser les masques. C'est une aventure classique de l'appel de Cthulhu qui traverse tous les continents, en passant de Londres, par New York, par l'Égypte, etc. Et évidemment, il y a plein de cultistes partout et ces grandes campagnes mythiques, vraiment, il faut les jouer. Elles sont extraordinaires. Bah voilà, bah écoute, merci d'être resté sur le podcast, Jean-Michel, ça fut vraiment un plaisir. Discuter de l'appel de Cthulhu, l'univers, et puis de cette aventure où on se retrouve Alone Against the Wendigo. Le plaisir fort pour moi, et puis à une prochaine. Ouais, allez, je te dis à très bientôt, et puis avec plaisir avec Fred. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Ciao. Et bah Fred, voilà, ça nous laisse tous les deux pour finir le podcast. Toi, est-ce que tu recommandes ce livre? Je peux pas comparer que la production, parce que je la connais pas, mais moi par rapport à un livre-jeu de ceux dont on a l'habitude, non, je le conseille pas parce que moi déjà je suis tombé dans une boucle à un moment et ça c'est toujours très frustrant. Je tournais en rond, je me tombais toujours dans les mêmes paragraphes parce que j'étais tout seul, je pense, à jouer. Et non, je le recommanderais pas. Après, moi, ça m'a fait quand même plaisir de retrouver l'univers. Après, sachant que bon là, c'est un peu un truc spécifique qui est dans le Grand Nord, qui est pas forcément l'univers de Cthulhu, qui peut être citadin ou de différentes époques. Là, c'est contemporain. Maintenant, non, j'ai trouvé que les mécanismes du groupe, c'était plus une contrainte qu'un bienfait, que il y avait des carrefours, tu revenais souvent, que si, je pense que des fois c'est pas prévu. Puis des fois ils disent que t'es tout seul, puis t'as un paragraphe où le mec il apparaît tout d'un coup, quoi. Donc il était mort, puis il revient pour un paragraphe, après il disparaît. Donc non, moi je l'ai pas trouvé super bien conçu, on va dire. Le seul truc que... toi t'as pas eu à faire ces tests-là, mais moi j'ai eu beaucoup de tests de canotage, de survie. Je trouvais que la description de la forêt, moi le côté survie dans paysage, on va dire hostile, moi je l'ai vraiment vécu, surtout quand on est tout seul, quoi. Donc non, c'était pas un gros kiff. Et puis puis il y a quelques règles laborieuses quand même, je trouve. Ouais, de mon côté, c'est les règles, je t'admets que ça va encore, quoi. C'est l'appel de Cthulhu. Donc c'est assez spécifique, c'est difficile à juger en tant que livre dont vous êtes le héros. Parce que c'est vraiment... C'est comme si c'était un livre dont vous êtes le héros pour un jeu de rôle, ce qui est le cas. Comme pour Donjons & Dragons ou autre.
Et donc je suis allé là-dedans, sachant que je connais les règles de l'appel de Toulouse, je maîtrise des parties une fois par an, donc je pige, je vois comment ça marche. Mais comme je disais plus tôt, moi ce qui m'a vraiment déçu, c'est que il n'y a pas de patte atmosphérique, il n'y a que dalle quoi. C'est très très vide, on est sur la b.a.-ba des bases de données, des règles du jeu, de ce qui se passe, et je trouve que ça manque. J'avais pas l'impression de lire une fiction, j'avais l'impression de lire un tutoriel pour jouer au jeu de rôle l'appel de Toulouse. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, ça c'est un peu vrai au début, mais non, j'ai pas ressenti ça moi après. Non, parce que c'est le côté pair ou impair, t'es dans un paragraphe Carrefour, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu fais 3, c'est de la merde, tu fais 1, tu tombes dans la cabane du Wendigo, ça c'est, voilà, c'est un peu... Ouais, c'est de la merde, c'est chiant. Mais ouais, moi je sentais vraiment le côté tutoriel, quoi. Je trouvais que ça manquait de la patte d'écriture de l'écrivain, il y avait pas son style. Ça ressemble un peu à une initiation au jeu de rôle, quelque part. C'est ça. Ah, mais c'est ce que je dis, c'est un tutoriel, quoi, c'est une initiation. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est pour ça que je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Recommandé... pour les gens comme nous qui ont lu pas mal de livres dont vous êtes le héros, non. Non, vous pouvez passer, ça manque vraiment de... c'est assez spécifique. Si vous aimez la légende du Wendigo, pourquoi pas. Si vous aimez l'appel de Toulouse, oui. Définitivement, lisez-le. Là, je vous le conseille. Si vous êtes maître du jeu de l'appel de Toulouse, oui. Juste assez pénible quand même, l'écriture raciste de l'écrivain, ce qui est un peu relou quand on lit, quoi. On se dit mais c'est pas possible en 85 quand même, merde. Mais bon voilà, lire la fiction comme elle est, ouais. Ce qui m'avait étonné en plus, parce que je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, comme tu disais Fred, c'est l'appel de Toulouse, mais merde. Sinon, ouais, si vous aimez le jeu de rôle, voilà, lisez-le, ça vaut le coup. Il y a quand même des sources d'inspiration pour créer vous-même une campagne sur cette histoire. Mais si vous lisez beaucoup de livres dont vous avez les héros, Les Loups Solitaires, Loup Ardent, Défis Fantastiques, puis les autres collections qu'on n'a pas attaquées encore, Fred, ouais, là c'est... Non, moi je conseille pas du tout, j'étais un peu déçu. Je trouvais ça un peu rondant, et puis voilà, les merdes des règles, et Fred, comme tu le disais, je pourrais pas le dire plus que toi, les choix aléatoires au dé, super pénibles, quoi. Voilà, donc bon, c'était quand même une aventure sympatoche à lire, c'est pas une... Non mais moi après, le mythe de Cthulhu, de toute façon moi je suis fan, donc c'était sympa. Après le mythe d'Alina, voilà, c'est quelque chose de... C'est assez spécifique, ouais, parce que... Ouais, donc c'est pas... Ouais, avec Jean-Michel, on avait lu Seul contre les flammes, qui était vraiment une excellente aventure solo. Tes souhaits ? Et qui était vraiment une excellente aventure solo, et là je me retrouve justement on se dit ok, ça sent non seulement le old school, mais ça manque d'écriture, quoi, ça manque de patte, pendant que le Seul contre les flammes, il y avait beaucoup plus d'atmosphère, et c'était très très bien fait. Et ça, je conseille vivement aux joueurs de vous procurer Seul contre les flammes ou de le lire. Excellente aventure solo dans l'univers de l'appel de Toulouse. Voilà Fred, recommandation de la semaine. Bah, le problème, c'est que les semaines s'enchaînent, et donc j'ai pas forcément de super truc. Bah, ce que je fais en ce moment, je vais te raconter ce que je fais en ce moment, à part refuser tes invitations de la partie sur Steam, à part ça, je suis dans ma période science-fiction soviétique, là. Et je me suis sorti 2-3 bouquins dans ma bibliothèque, là. Bah, j'avais lu Stalker il y a pas si longtemps, donc et puis là, c'est la collection des best-sellers soviétiques, donc à voir. Et le premier que je lis là, c'est sur le sommeil paradoxal. Et en fait, le mec, il est contacté par les extraterrestres pendant son sommeil paradoxal. Sympa, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est intéressant. Donc, quelle époque ces livres ? C'est début des années 82, celui-ci. D'accord. Bah, Stalker, c'est cool, c'était un cool. peu plus vieux. Ouais, donc ça y est, il y a déjà l'influence de l'Amérique en Russie. On commence à sentir déjà le mec, il est prof d'anglais. Ouais, sympa. Moi, la recommandation de la semaine, en fait, c'est un groupe de rock que j'écoute pas mal. Bon, c'est pas vraiment du rock, ça s'appelle Young Morricone. Donc Morricone jeune, comme le compositeur. C'est un groupe qui reprend, en fait, qui réenregistre des bandes originales de films à la version un peu stylée Morricone. Et là, je m'écoute la BO, en fait, de leur interprétation de Mad Max, le tout premier. Et c'est assez cool, quoi. On sent vraiment cette ambiance. C'est Morricone qui était un grand compositeur qui mélangeait instruments naturels et synthé, qui était très très balèze. Et voilà, c'est vraiment sympa. Ils font du super boulot, les mecs. Je crois qu'ils sont de Brooklyn, New York. Et c'est comme tu dirais, toi, c'est le kiff. C'est génial, quoi. Donc je me suis écouté pas mal de BO pendant que je suis en train d'écrire mon livre dont vous êtes les héros, ce qui m'inspire pas mal pour les phases de combat. Parce que les mecs ils savent que pendant qu'il y a les courses-poursuites dans Mad Max, c'est assez cool, quoi. La musique, elle comment dire, elle t'emmène te balader dans l'univers post-apocalypse d'une très bonne façon. Donc voilà, mec.
Bah écoute, ce fut un plaisir, Fred, comme d'habitude, hein. Toujours sympa ces petits podcasts. Alors pour les auditeurs, je sais Jean-Michel n'est plus avec nous pour l'instant, il a dû partir un peu plus tôt. Mais voilà, et Fred, on voudrait remercier énormément Jean-Michel d'être venu sur le podcast avec son grand savoir et sa culture de l'univers de Toulouse. C'est toujours un plaisir quand il nous raconte un petit peu ce qui se passe dans cet univers et ce qui est à jour. Ouais, donc c'est vraiment sympa. C'est cool parce que moi, depuis le début des années 90, je suis plus trop, mais ouais, c'est bien qu'il y a un renouveau autour de ce truc-là. Ouais, toujours un plaisir de l'avoir sur le podcast dont vous êtes le héros. Et Fred, voilà, écoute, on se quitte et le prochain numéro, c'est sur, ça va être dédié à un fan. C'est quoi, on peut le dire, le thème du livre? Ouais, bien sûr. Donc, on va discuter d'un livre dont vous êtes le héros, comme on avait discuté il y a quelques mois. Vous voyez, nouveau livre. Alors, je vous admets qu'on va ralentir un petit peu la cadence avec Fred, parce que comme on écrit un livre, c'est difficile pour nous de lire ceux des fans et d'écrire le nôtre. Je pense pas que c'est une question d'influence, c'est une question de taf, en fait. Parce que quand on lit un livre dont vous êtes le héros, vous le savez, c'est pas comme ce podcast, il prend beaucoup plus de temps à produire, hein, Fred. C'est pas comme si on se réunit et puis voilà, on discute des questions du jour. Il y a tout un travail à faire, donc voilà, c'est pour ça qu'on sort pas autant de numéros qu'on peut par mois. Mais là, voilà, on va discuter d'un livre des fans, ce qui nous fait grand plaisir, qui est intitulé L'épopée du moine guerrier, et donc qui est écrit par Bébé Wismerhill. Cool. Bébé Wismerhill. J'espère que ça va pas être trop violent comme univers. Non, ça va être sympa. Super couverture, avec le moine qui a son bouclier et son gourdin, sa matraque, qui parcourt le chemin solitaire à travers, si je me trompe pas, c'est la vallée de la pierre branlante. Ça me rappelle les pierres suceuses, plutôt. Quoi? C'est quoi ça? Non, les pierres suceuses dans le manoir le truc du vampire. Ouais, là. c'est vrai ça. Après, il y a les pierres branlantes, les pierres suceuses. Voilà. Super. Donc, on se voit dans quelques semaines, le temps de lire le livre, et puis voilà, on va en discuter un petit peu de l'aventure qu'on aura vécue, et puis ça sera avec plaisir. Donc voilà, on se voit dans quelques semaines, Fred, et puis je te dis à bientôt, et passe une excellente journée ou soirée. Ouais, bon début de dimanche à toi, bonne fin de dimanche à moi, et puis bientôt en pleine forme. En pleine forme. Tu mets quoi comme son pour partir? Je sais pas, t'as envie d'écouter quoi, toi? Je veux partir comme un prince. Tu veux partir comme un prince? Ah, tu sais quoi? Parce que Legitimus, si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça. Genre, je m'en vais comme un prince. Le mec, il est à la retraite, il est peinard, je crois qu'il a pas que ça à faire, quoi. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ok, très bien. Bah écoute, dans ce cas-là, pourquoi pas t'intriguer, je vais te balancer un morceau et je te laisserai écouter et deviner d'où vient enfin, tu vas reconnaître le sample qui a été donné. On peut dire que c'est un des samples les plus connus du hip-hop, et là je vais te donner le morceau d'origine par le grand compositeur Labi Siffre, et qui vient de son album Remember My Song, et le titre s'intitule I Got The... 3 petits points. Donc à toi d'interpréter justement la musique. Excellent morceau de funk blues, très très sympa. Et puis voilà, on se quitte là-dessus. Et Fred, je te dis à la prochaine. À la prochaine, mon petit Xav. Et puis voilà, écoutez les auditeurs, passez un excellent mois de novembre, et puis on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Tchuss.